Bonjour, c'est Stéphane Kaplanuk, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Bonsoir à tous, ici Priscilla du blog Tout pour sa gloire. Je suis avec Nicolas Frey, notre orateur de ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Et je suis également avec Quentin qui travaille également pour Tout pour sa gloire. Salut Quentin. Bonsoir. Alors, bienvenue à tous. Ce soir, si on est réunis, c'est pour parler malheureusement du fléau de la pornographie. L'angle particulier ce soir, c'est comment accompagner les personnes qui sont dans une situation de dépendance vis-à-vis de la pornographie et qui sont vraiment captifs de ces pratiques, de ces pensées. Et donc, l'idée, c'est d'équiper les chrétiens, pas seulement les responsables d'église. On va avoir ce soir des choses très pratiques, très concrètes, des outils qui permettent d'accompagner les personnes qui sont dépendantes. Et au-delà d'être apte, d'être capable d'accompagner, c'est vraiment, de manière plus générale, avoir une bonne prise de conscience en fait sur l'existence de la pornographie dans l'Église, de son étendue, de sa gravité aussi, et puis peut-être aussi de la souffrance qu'elle engrange pour les personnes, dans les foyers, dans les couples, de l'handicap que c'est aussi dans la relation avec Dieu. Donc voilà, vraiment Nicolas va nous parler de tout ça. Alors, Nicolas Frey, peut-être vous avez deviné à son bonjour d'où est-ce qu'il vient. Bonjour. Bonjour, il vient de Suisse. Il est marié et père de 3 enfants. Dans la vie de tous les jours, il est ingénieur des médias HES et il est directeur d'une agence de communication web avec sa femme. Et les deux, ils sont initiateurs des ateliers, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, en tout cas maintenant vous en avez entendu parler, 90 jours pour abandonner la pornographie. Alors maintenant, je vais justement laisser la parole à Nicolas et moi je vous retrouve dans une petite heure pour le temps de questions-réponses. À tout à l'heure. À toi Nicolas. Extra. Merci. Merci pour cette super occasion de pouvoir partager sur quelque chose qui m'est très cher, aussi avec ma femme, Yael, de pouvoir aider d'autres personnes à accompagner des pornodépendants. C'est quelque chose qui nous est cher parce qu'en fait, on fait ça maintenant depuis 5-6 ans et on se rend compte qu'il y a un besoin énorme par rapport à cette thématique, cette problématique, et on a besoin de personnes qui sont prêtes à tendre la main. Et c'est ça notre désir ce soir, c'est de pouvoir équiper des gens qui soient prêts à tendre la main. Pour commencer, peut-être juste vous présenter un petit peu la structure de mon intervention de ce soir. On va commencer avec une généralité, un petit peu parler de la sexualité, que c'est un cadeau. Ensuite, on va étudier un tout petit peu les dessous du porno. Et après, on va pencher un peu plus sur comment sortir de la pornographie et comment accompagner des gens qui veulent sortir de la pornographie. Donc voilà un petit peu le canevas qu'on vous propose. Merci en tout cas de nous suivre. Alors sans trop de transition, je vais vous proposer de juste annoncer la couleur un tout petit peu. Donc Innocence, Nicolas Frey, avec ma femme Yael. On aime notre nom de famille, Frey. Peut-être que vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas des Suisses qui sont bilingues, mais Frey, ça veut dire libre en allemand. Et je crois que ce nom-là me poursuit et m'a poursuivi durant toute ma vie. Et pourtant, je n'ai pas toujours été libre. Je vais partager peut-être une des anecdotes de mon vécu en lien avec la pornographie. Et c'est vrai que j'ai pas toujours été libre de la pornographie et j'ai pas toujours été libre dans ma vie. Et je ne le suis encore pas complètement sur cette terre. Mais je me réjouis de l'être complètement auprès de Dieu. Et donc voilà, c'est juste pour commencer un petit peu, la liberté, c'est quelque chose qui nous est très cher. Et aujourd'hui, je crois que l'outil que le diable utilise pour nous asservir, pour asservir notre société, c'est clairement la pornographie. Donc la sexualité, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que c'est quelque chose qui est beau.
Je pense que c'est utile de dire que la sexualité est une belle chose, une chose que Dieu a créée, qui à la base est initiée pour pouvoir lier un homme et une femme. C'est ça son projet, de pouvoir créer grâce à l'intimité une connexion, un lien entre un homme et une femme qui soit fort. Et aujourd'hui, grâce aux connaissances qu'on a scientifiques, on se rend compte au fait que ce lien, c'est pas juste un engagement qu'on prend l'un envers l'autre, mais il y a des hormones qui rentrent en jeu. Il y a plein de choses qui participent à ce lien au niveau physique, au niveau émotionnel et aussi au niveau spirituel. On le croit. Et donc, quand Dieu est invité dans notre sexualité, je crois que c'est une très belle chose. Et c'est vraiment son désir, en fait. Des fois, je reprends l'image, au fait, dans le Jardin d'Éden, quand il y avait Adam et Ève, et que Dieu, au fait, regardait Adam et Ève, puis à un moment donné, ils ont eu des enfants, Adam et Ève. Donc, forcément, voilà, ils ont dû faire l'amour. Et puis, moi, j'aime bien l'imaginer, au fait. Mais Dieu, à ce moment-là, où c'est qu'il était? Est-ce qu'il s'est dit, oh, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce que Ève peut bien faire? Ou est-ce qu'il s'est dit, waouh, ils ont compris ce que j'avais créé, ce lieu d'intimité, ce lieu de plaisir au niveau physique, émotionnel, spirituel. Ils ont découvert le cadeau, la chose extraordinaire que j'avais créée. Et ça me réjouit beaucoup. Et à travers ça, on a cette possibilité de devenir une seule chair. Et ça, c'est incroyable. Cette image de la sexualité qui est un noyau en fait très très intime du couple. La sexualité, c'est quelque chose qui finalement appartient au couple et c'est l'endroit où en fait on peut se faire extrêmement mal, mais aussi on peut se faire extrêmement du bien et du plaisir. On peut partager du plaisir et on voit qu'en fait la sexualité est assez stratégique dans un couple. Parce que typiquement, quand il y a des cas d'adultère, c'est des choses qui génèrent beaucoup de souffrance. Ensuite, la sexualité donc a une part importante dans le couple. La sexualité a aussi une part importante dans notre identité. En fait, on est souvent, notre identité est souvent influencée par notre sexe, par notre vie sexuelle. Et le couple, c'est la tête en fait de la famille. C'est celui qui donne l'orientation, la vision à la famille. Et moi, je crois que la famille, en fait, c'est la cellule vitale de notre société, c'est l'équilibre aussi de notre société. Et en regardant ce schéma-là, en fait, on se rend compte que en attaquant la question de la sexualité, on attaque la question du couple, de la famille et de la société. Et de voir cette chaîne-là, pour moi, ça prend du sens, en fait, en disant, mais on n'est pas juste en train de parler de la pornographie parce que voilà, c'est un problème et puis tout ça. En fait, je crois réellement qu'il y a des liens, en fait, entre notre sexualité, entre notre couple, entre notre société, notre famille et la société. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on pense qu'il est très, très important de pouvoir aborder ces questions qui touchent à la pornographie. Donc, voilà, pour la petite introduction, j'aime bien dire aussi, des fois dans nos milieux, on a une vision en fait que la sexualité, c'est quelque chose qui n'existe que dans le cadre d'un couple marié. Et je crois pas que ce soit forcément juste de dire ça, parce qu'au fait, on est tous créés comme des êtres sexués. Et notre sexualité ne commence pas. On n'est pas des êtres sexués à partir du moment où on devient sexuellement actif. Et donc, il y a des enjeux et des défis liés à la sexualité, qu'on soit célibataire, qu'on soit âgé, qu'on soit dans la quarantaine, qu'on soit même un enfant. Il y a des défis et des challenges qui tournent autour de la sexualité. Et donc, dans nos milieux chrétiens, je pense qu'on a des fois eu un tabou là autour parce qu'on n'a pas voulu générer des frustrations, parce qu'on n'a pas voulu générer des blessures et au fait, on a oublié d'en parler. Et je pense que c'est très important de pouvoir reparler de ces sujets-là, de pouvoir en parler sans honte, sans gêne, mais avec pudeur aussi. Trouver la juste manière d'en parler. Voilà, on va attaquer un petit peu les dessous du porno. Les dessous du porno qui sont intéressants en fait de pouvoir comprendre que pour motiver quelqu'un à sortir de la pornographie, il est utile de comprendre un petit peu ce que c'est que la pornographie. Et pour accompagner quelqu'un, il est utile de connaître un tout petit peu les rouages qui se jouent là derrière. Donc, si on va un petit peu plus loin, je vais commencer avec une simple définition de la pornographie. Donc, qui est dérivé du grec ancien, de pornographos, lui-même dérivé de porné, qui signifiait
prostituée, et de grapho qui signifie peindre, écrire, décrire. Donc c'est finalement initialement un traité, une étude sur la prostitution, puis aujourd'hui c'est plus une représentation sous la forme d'écrits, de dessins, de peintures, de vidéos, de photos, enfin tout ce qu'on peut imaginer, de choses obscènes. Et donc les choses obscènes, c'est quelque chose qui blesse ouvertement la pudeur, et surtout par des représentations d'ordre sexuel. Et donc, la pudeur, c'est une disposition qu'on a à éprouver une certaine gêne à l'évocation de choses qui sont sexuelles. Donc, en fait, le but là qu'on peut voir de la pornographie, c'est au fait de choquer, de blesser la pudeur, notre gêne normale, notre sensibilité autour de la sexualité, et de venir un peu briser, violer cette partie-là. Et donc, il y a une vraie intention, même dans la définition initiale de la pornographie. Il n'y a pas de préoccupation artistique, il y a une intention très, très délibérée de pouvoir provoquer l'excitation du public auquel elle est destinée, et bien souvent à des fins de masturbation. Quelques petites statistiques pour comprendre un petit peu les enjeux. Vous l'avez peut-être vu dans la description qui vous a été partagée sur la consommation de pornographie qui aurait augmenté de 50% en cette période de confinement. Donc c'est le préposé à le secrétaire d'État chargé du numérique qui a dit ça en France, qu'ils avaient fait des analyses durant les premières semaines et que la consommation de pornographie avait explosé durant ce confinement. Et c'est pas surprenant parce que finalement, en fait, on se retrouvait avec un peu moins d'occupation, avec beaucoup de temps à la maison, avec peut-être plus le regard des collègues. Enfin, on était dans le bureau et tout ça. Et du coup, la consommation de pornographie a pu augmenter au fait durant toute la journée au lieu d'être cantonné peut-être plutôt aux soirées ou à la nuit. Et la deuxième statistique que je veux partager avec vous, c'est combien de pourcents des 13-24 ans recherchent activement de la pornographie chaque semaine. Donc ça, c'est le Barna Group, un groupe aux États-Unis qui a fait cette étude en 2016, donc elle date déjà de 4 ans. Et ils en sont arrivés à la conclusion qu'en fait, 64% des jeunes de 13-24 ans cherchaient activement chaque semaine de la pornographie. C'est énorme. Chaque semaine, on ne parle pas de temps en temps, un petit souci, mais chaque semaine, plus de la moitié chaque semaine cherche activement de la pornographie. Statistique suivante, il y avait une des questions dans le Ask a Question à propos de la consommation des femmes. Ça, c'est une statistique qui n'a pas beaucoup bougé ces dernières années. Certainement qu'elle évolue, mais en gros, 33% des consommateurs seraient des femmes. Donc, c'est clairement un problème aussi qui touche les femmes et qui a ses enjeux au fait pour les femmes qui sont un petit peu différents des hommes parfois, bien que des fois, ça soit très proche. Et le dernier chiffre, parce qu'on va aussi aborder cette question-là, donc 10% des utilisateurs de sites porno sont des enfants de 0 à 9 ans. Donc ça, c'est énorme. 10% de 0 à 9 ans. Et de plus en plus de spécialistes, d'experts qui se positionnent en disant qu'il y a un vrai enjeu au fait autour de l'exposition précoce des jeunes à la pornographie. Parce qu'au fait, ils le considèrent un petit peu comme un viol de l'imaginaire, un viol de leur sexualité, alors qu'ils n'ont jamais été sexuellement actifs. En fait, ils sont confrontés à ces images sans l'avoir recherché. Au niveau donc voilà, c'était un petit peu pour commencer, prendre un petit peu la température par rapport à cette pornographie. Qu'est-ce que c'est la définition et quelques chiffres pour se situer un petit peu. Il y a des études qui ont été faites dans les milieux chrétiens où il semblerait qu'au niveau des gars, c'est monstrueux. Il y a des chiffres qui datent de quelques années qui parlent de 90% des jeunes gars, 15-30 ans, qui auraient des problèmes avec la pornographie. Chez les filles, on était plus ou moins à 50%. Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu qui est là. On doit se préoccuper de cette question-là parce que il y a plein de gens qui souffrent, au fait, et qui ont besoin d'aide. Et c'est ça notre cœur. C'est ça notre cœur, c'est de pouvoir vous équiper pour pouvoir être des relais, être des mains qui se tendent vers des gens qui ont des soucis, des difficultés. On va voir un tout petit peu les questions de si tu deviens du trafic d'êtres humains. Le fait, donc on va voir les dessous, on est dans les dessous du porno, et si tu cliques, tu deviens complice. Tu deviens complice de quoi? Tu deviens complice du trafic d'êtres humains. Parce qu'au fait, on ne connaît pas bien tous les rouages qu'il y a derrière la pornographie parce que, au fait, elle est très cachée. C'est pas comme la prostitution. En fait, on peut rencontrer des gens dans les rues, dans les salons
de prostituées ou de massage. La pornographie, au fait, elle se tourne dans des contextes au fait, où il n'y a pas de regard social. Et donc, aujourd'hui, le trafic d'êtres humains, ça représente 40 millions de victimes à travers le monde. Et pourquoi je fais un lien? Si vous voyez là, la pétition que je propose, qui s'appelle traffickinghub.com, traffickinghub.com, c'est au fait une pétition qui a été lancée pour fermer Pornhub. Alors c'est assez drastique, hein, qui a récolté quand même 864 000 signatures aujourd'hui, il vise le million. Et donc j'ai envie d'en parler parce que c'est interpellant en fait. Le déclencheur de cette pétition, c'est une fille qui a été retrouvée via la plateforme Pornhub, qui avait été kidnappée au fait, et qui a été utilisée à des fins de trafic d'êtres humains, des fins d'exploitation sexuelle, et qui a été retrouvée à travers la plateforme Pornhub. Et donc, il y a une levée de nombreuses personnes qui disent « mais il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'il y a un lien établi entre la pornographie et le trafic d'êtres humains. » Et ce lien-là, on doit en parler. Et moi, j'aime bien dire qu'en fait, derrière chaque photo, derrière chaque vidéo, derrière chaque live, il y a un être humain. Et des fois, on en oublie. C'est pas parce que vous me voyez via une caméra maintenant que je suis pas chez moi, là, dans mon bureau, en train de vous parler. C'est pas parce qu'il y a une caméra interposée qu'il y a personne derrière. Et des fois, on a un petit peu cette vision un peu que le numérique, au fait, ça efface le lien humain. Mais derrière chaque caméra, derrière chaque appareil photo, il y a un être humain. Il y a un être humain avec sa vie, avec ses difficultés, avec tout ce qui peut constituer une vie normale, avec ses souffrances. Et pour moi, ça a été un des déclics. J'ai été dépendant à la pornographie pendant presque 10 ans. Et le jour, au fait, où j'ai réalisé ce lien là, en me disant, mais j'avais conscience que je pouvais me faire du mal, en fait. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que potentiellement, je faisais du mal à quelqu'un d'autre. Et que donc, il fallait que je sois attentif à ça parce que, en fait, c'était pas anodin de consommer de la pornographie. Si je clique, je deviens complice d'une industrie qui a des réseaux qui sont assez moches, quoi, et qui sont pas vraiment glorieux. Et donc ici, on est pour la gloire de Dieu, et donc de concilier la pornographie avec une volonté de plaire à Dieu, pour moi, c'est vraiment difficile. Ça veut pas dire que je condamne les gens qui regardent la pornographie, loin de là, loin de moi cette idée, mais il y a une vraie invitation à marcher, à cheminer en direction de la liberté, si on croit en Dieu et si on croit dans un Dieu qui a envie de libérer tout un chacun et qui les aime. Donc voilà un petit peu au niveau du trafic d'êtres humains. Pour moi, ça a été vraiment un déclic. Et je pense qu'aujourd'hui, juste quelques chiffres, en Europe, 67% des victimes du trafic d'êtres humains sont exploitées à des fins, à des fins sexuelles. Et c'est une industrie qui achète et qui vend des êtres humains. Et moi, j'ai un petit peu creusé en fait, cette industrie-là. J'ai même rencontré une porn star à un moment donné pour poser quelques questions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, entre les conditions de tournage qui sont bien souvent misérables, entre les drogues qui sont omniprésentes, les maladies sexuelles qui sont monnaie courante, qui sont tout le temps là, et un taux de suicide qui est souvent très, très élevé. C'est vraiment une industrie macabre. Donc voilà. Une invitation à concilier, à considérer au fait ce lien entre la pornographie et le trafic d'êtres humains. Il y a tout le lien en fait avec la dépendance, comme la cocaïne, comme la cigarette. Une dépendance à la pornographie a un impact sur notre cerveau. C'est pas quelque chose de décalé qu'on regarde et puis qui a aucun impact sur nous. En fait, on l'a dit, le fait de consommer de la pornographie peut avoir un impact sur les autres, mais il a aussi un impact sur moi, sur ma vie. Et donc, les risques de développer une dépendance sont assez conséquents. Et donc, une des questions pour moi, dire est-ce qu'il y a une dépendance, c'est souvent une des questions, est-ce que je suis dépendant à la pornographie? Pour moi, la question, c'est est-ce que je suis capable d'arrêter maintenant, si je le désire? Et la deuxième question, c'est est-ce que ça me pose un problème? Et à partir du moment où ça me pose un problème, c'est qu'il y a un souci, au fait, et qu'il faut que je m'y attarde un petit peu et que je cherche des solutions par rapport à ça. Donc voilà, risque de dépendance, pourquoi et comment? Notre cerveau, c'est un réseau de neurones, de synapses qui sont connectés les uns aux autres avec des signaux électriques. Et
Et donc, ces connexions, en fait, aujourd'hui, les recherches en neurosciences démontrent, comme n'importe quelle autre dépendance, le chemin de la récompense, donc le fait, les choses les hormones qui sont déclenchées dans notre corps, comme la dopamine, par exemple, qui sont déclenchées, par exemple, au moment de l'orgasme, qui sont déclenchées au moment, au fait, où on a mangé, au fait, on a du plaisir, on a de la satisfaction, bah, ces hormones-là sont aussi déclenchées lorsqu'on regarde la pornographie. Peut-être. Et donc là, il y a aujourd'hui l'OMS qui a reconnu l'année passée, au fait, les jeux vidéo comme une dépendance. La pornographie n'est encore pas aujourd'hui reconnue comme une dépendance en tant que telle, parce que ça prend beaucoup de temps de reconnaître ces choses-là et qu'il y a des débats là autour. Mais les jeux vidéo ont été considérés comme une dépendance l'année passée seulement. Vous me direz, donc ils prennent un petit peu de temps pour officialiser les choses. Et donc on est dans un même schéma finalement. Entre les jeux vidéo et la pornographie, il y a des rouages qui sont similaires. On est face à du virtuel et pourtant ça a un impact physique dans notre cerveau. Et ça, c'est assez fou. Et donc, une chose qui est bien d'avoir conscience, c'est que la reproduction sexuelle, c'est un besoin qui est assez primaire pour notre espèce. Si on se reproduit pas, au fait, notre espèce, elle s'éteint. Et donc, si je suis là en train de vous parler ce soir, c'est que, en fait, mes parents, à un moment donné, ils ont eu des relations sexuelles et que, du coup, je suis né de cette relation sexuelle et que, du coup, notre espèce se multiplie et perdure grâce à la sexualité. Et donc, notre cerveau, quand lui, il voit des opportunités de rapport sexuel, en fait, il va nous féliciter, il va nous dire bravo parce que, en fait, fondamentalement, notre espèce a besoin de ces relations sexuelles pour perdurer. Et donc, par contre, il ne fait pas la différence entre une vraie relation sexuelle ou le fait de regarder des images et d'avoir un orgasme, par exemple, à travers la masturbation. Et donc là, notre cerveau est trompé et interprète mal ces images-là. Et donc, ça crée un lien émotionnel en nous qui est assez pervers, en fait, parce que ça nous donne en fait cette envie qui est un peu irrésistible d'y retourner. Quelqu'un le disait dans les questions, il disait, mais finalement, est-ce que vraiment des gens s'en sortent? On a cette envie d'y retourner qui devient tellement omnibulante, omniprésente, qu'en fait, on se rend même plus, on ne réalise même plus qu'on est capable d'en sortir. Ça devient notre monde, au fait. Puis c'est tellement difficile d'en ressortir parce que notre cerveau nous trompe, parce que les neurosciences ont démontré que les chemins dans notre cerveau évoluent énormément. Je vais vous montrer le cycle de l'addiction qui, pour moi, est vraiment très pertinent. On commence en haut à gauche, sur le point de départ, le fait de se sentir triste, seul, fâché, rejeté, stressé, écrasé, en fait, d'avoir un inconfort. Ça, c'est le point de départ, bien souvent, d'une dépendance. De cet inconfort, en fait, on en arrive à un point où on a un choix. On a un choix de pouvoir offrir une réponse saine, qui sont, par exemple, des réponses saines qu'on peut avoir via des relations, une amitié, le fait de servir quelqu'un, d'être en couple, enfin voilà, toutes sortes de relations qui sont positives avec ses collègues, etc. Ça, c'est des réponses saines à des inconforts, ou bien une passion, la musique, un art, du sport, du dessin, enfin, toutes sortes de choses comme ça. Et le sens que notre vie est là, en fait, quel sens on y donne. Et là, je pense que le sens que moi j'y donne par le fait que je crois en Dieu et que je crois qu'il a un appel tout particulier sur ma vie, en fait, ça donne un sens à ma vie. Et donc, je vais répondre à cet appel, à ce projet que Dieu a placé dans ma vie. Et ça, c'est des choses qui donnent des réponses à un inconfort qui sont bonnes. Mais bien souvent, dans le cadre d'une addiction, en fait, on va fuir cet inconfort. Plutôt que de répondre et de chercher des solutions à cet inconfort, on va le fuir. Et donc là, on rentre dans le cycle de l'addiction. Et la première étape, c'est qu'on va imaginer le passage à l'acte. Imaginer le passage à l'acte, ceux qui ont connu des dépendances, ils savent souvent bien de quoi je parle quand je donne quelques exemples. On va par exemple commencer à se dire « Ah, mais quand est-ce que je vais pouvoir le faire ?» Ou bien on va relativiser un petit peu, disant hey, « mais finalement, je le fais une fois, puis après j'arrête. » Ou bien de toute façon, tellement de gens le font. Finalement, que moi je le fasse ou pas, ça ne changera rien. Et donc, on va relativiser, justifier notre passage à l'acte. À partir de ce moment-là, en fait, vous voyez au centre du cercle qu'il y a le pilote automatique qui va se mettre en marche. Et ce pilote automatique, c'est notre cerveau reptilien qui, au fait, sait très bien comment arriver au passage à l'acte. Il sait très bien comment nous amener à regarder de la pornographie, à nous masturber, à avoir un orgasme, et puis aller jusque-là. Et donc, ce pilote automatique nous met en route parce que lui, il connaît les étapes, on a des réflexes qui sont là bien ancrés.
Mais à ce moment-là, en fait, on a aussi un choix. On a le choix de pouvoir sortir et de briser ce cycle-là. Si on ne le fait pas, on voit que le pilote automatique continue et qu'on avance vers l'action. Démarre le rituel. Démarrer le rituel, c'est un peu les préliminaires. C'est-à-dire, on va, par exemple, fermer la porte de son bureau, de sa chambre. On va aller surfer sur un site qu'on sait un tout petit peu tendancieux, pas pornographique, non, bien sûr que non, mais juste un petit peu limite. On va se relever le soir alors qu'on savait qu'on s'était promis d'aller se coucher tôt. Toutes des petites choses, au fait, comme ça, qui vont démarrer le rituel. Et là, on commence à agir en vue du passage à l'acte. Avant, c'était dans la tête, puis là, on commence à agir. Et donc, le pilote automatique se renforce, vous voyez, qu'il devient toujours plus foncé parce que ça devient toujours plus difficile de sortir de cette dépendance, de ce cycle, pardon. Et donc là, on a de nouveau ce choix de briser, de dire non, moi, c'est pas ce que je veux, je désire faire autre chose. Et là, on va pouvoir rediriger vers des réponses saines à nouveau si on le souhaite. Si on ne le fait pas, on arrive au passage à l'acte. Et là, c'est le feu d'artifice, ce passage à l'acte. C'est plein d'hormones, la dopamine, la vasopressine, l'ocytocine, toutes des hormones qui vont être déclenchées dans notre corps au moment du passage à l'acte. Donc, passage à l'acte, c'est on regarde la pornographie, mais souvent, en fait, c'est associé à la masturbation, donc il y a un orgasme. Et donc ça crée un immense feu d'artifice incroyable. Au niveau chimique, c'est extraordinaire ce qui se passe dans notre corps. Et là, notre cerveau est trompé. Ce que je vous disais avant, il voit les images, il voit une opportunité de rapport sexuel, il nous dit bravo. Et du coup, il nous donne du bien-être. Et donc là, on se sent bien. On a un soulagement qui est intemporaire. Et on arrive directement, du coup, au point suivant, où on subit les conséquences. Parce que finalement, notre inconfort de départ, qu'on se sent triste, fâché, rejeté, enfin, toutes sortes, il a pas changé. Il est toujours là. Et on subit les conséquences de cet inconfort. Et cet inconfort, il a même souvent augmenté assez subtilement, en fait. Parce qu'on est assez rarement fier d'avoir passé une demi-heure, 45 minutes à regarder de la pornographie après coup. On est rarement en train de se taper sur l'épaule et dire « Ah yes, j'ai trop bien utilisé mon temps ». Non, c'est plutôt un peu de frustration, beaucoup de frustration, de la honte, de la culpabilité. Et ça, des fois, les gens pensent que c'est lié au fait qu'on croit en Dieu. Mais moi, je crois qu'en chacun de nous, au fait, on sait quand les choses qu'on fait ont du sens, elles portent du fruit ou bien quand elles sont stériles. Et là, je crois qu'on est clairement face à des choix stériles. Et donc, je pense, indépendamment du fait d'être chrétien et d'avoir le Saint-Esprit en nous qui nous convainc de pécher, ben je crois qu'en fait, on ressent que ce qu'on a fait, c'est pas incroyable, quoi. On n'est pas en train d'accomplir un geste incroyable pour notre humanité. On est plutôt en train de faire quelque chose qui est vide de sens et qui ne nous remplit pas, qui ne nous nourrit pas. Et donc, on va plutôt avoir tendance à se vider plutôt qu'à se remplir. Et donc là, on peut de nouveau briser le cycle. Mais là, on vient de renforcer, au fait, une fois de plus. Dans les neurosciences, c'est le chemin entre deux neurones. On a dit, OK, inconfort, je me sens pas bien. Alors, si je me sens pas bien, j'ai la pornographie qui va me faire du bien. Et ça, c'est un chemin que si on le fait une fois, ben ça va. Mais si on le fait 100 fois, si on le fait 1000 fois, et je pense qu'il y en a des qui en sont bien plus loin, mais en fait, ça devient une autoroute. Et notre cerveau, il sait pertinemment comment faire. Donc, on vient de renforcer encore une fois. C'est comme si on va marcher à travers champs. Au début, il y a des herbes. On marche une fois, ben, les herbes, elles se couchent. Puis si on ne revient pas, ben, elles se relèvent. Et puis, on ne voit pas où on est passé. Puis si on commence à passer 10 fois, 100 fois, 1000 fois, ben, en fait, au bout d'un moment, l'herbe, elle va partir. Il va y avoir de la terre. Et puis, ça va devenir un sentier. Et c'est la même chose dans notre cerveau, en fait. Si on fait les choses tellement de fois, en fait, ça va devenir une autoroute au bout d'un moment. Et ça sera tellement un chemin qui est bien maîtrisé qu'en fait, on va pas pouvoir en sortir ou très difficilement pouvoir en sortir. Et donc, là, il faut s'engager pour un changement. Parce que physiquement, on vient de renforcer quelque chose dans notre cerveau et il faut que physiquement, on se dise, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est pas ce que je veux. Et donc, je vais développer autre chose dans ma vie. Donc, on va s'engager pour un changement. On va voir quels sont les changements qu'on peut faire. Mais 2-3 idées, c'est d'en parler à quelqu'un, c'est de mettre à jour son filtre pour qu'on puisse plus accéder via filtre protection sur sa connexion Internet, pour qu'on puisse plus accéder de cette manière, de rendre des comptes à notre personne de redevabilité, je vais y revenir. Toutes des choses qu'on peut faire pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir évoluer. La troisième chose que je voulais voir dans les conséquences qu'il peut y avoir, c'est l'impact au fait sur la vie sexuelle, sur notre sexualité en tant qu'individu. La vie sexuelle d'une personne qui regarde fréquemment de la pornographie et qui pratique la masturbation de manière compulsive. Compulsive, c'est donc de manière répétée, sans contrôle, se retrouve bien souvent fragilisée.
des problèmes, ça peut être des problèmes d'érection pour maintenir une érection, ça peut être des problèmes d'éjaculation précoce, un manque de désir, ça peut être aussi l'isolement, simplement. Plus on regarde la pornographie, plus on est seul. C'est pas souvent une activité qu'on partage, donc c'est quelque chose qu'on fait de manière solitaire, et donc on se retrouve toujours plus seul. En France, il y a une étude qui a été faite par l'INED qui dit que 50% des hommes disent avoir de la peine à retenir leur éjaculation pour pouvoir parvenir à satisfaire leur conjoint. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de l'éjaculation précoce parce que c'est quelque chose de complexe, mais quand même, là derrière, on voit que ce n'est pas un problème isolé, en fait. Une chose, c'est que le porno crée des attentes hors normes. Et donc après, les attentes par rapport à un couple, par rapport à un conjoint, peuvent être complètement tronquées, au fait, et complètement fausses. Ça peut aussi générer des complexes face à son propre corps, parce que on n'est pas forcément, comme sur ces images-là, on n'est pas forcément capable des mêmes performances que dans les films, parce qu'il faut savoir, hein, c'est pas Monsieur Tout-le-Monde qui tourne dans ces films-là, non, c'est des pros. C'est des pros et des gens qui ont l'habitude de le faire. Et en particulier chez les gars, c'est des gens qui sont hors normes, en fait. Ils n'ont pas une morphologie qui est comme vous et moi, quoi. Je veux dire, c'est des gens, ils ont été sélectionnés spécifiquement parce qu'ils ont des attributs qui sont hors normes. Donc voilà, ça peut générer des complexes par rapport au corps parfait, par rapport au fait qu'on n'arrive pas à tenir des heures pour satisfaire son conjoint, par rapport au fait qu'on n'est pas toujours super excité, qu'on n'a pas toujours envie de faire l'amour. Donc voilà, ça nous amène à une course à la performance, une course à la jouissance, et ça peut créer des problèmes d'angoisse, clairement. Je conclurai en disant ce qu'un ami m'a dit un jour, c'est que le X et la pornographie, au fait, c'est le diable qui te tient par là, quoi. Et qui te maintient en fait dans la honte, qui te maintient dans la culpabilité. Et ça, on va y venir un petit peu plus tard pour sortir de ces schémas-là, en fait, parce que bien souvent, en fait, ça va avoir un impact sur notre relation avec Dieu, parce que c'est pas évident, en fait, de concilier ce qu'on fait et de concilier une relation avec un Dieu saint. Bien qu'on puisse connaître la grâce, bien qu'on puisse connaître que Dieu nous a sauvés, nous a libérés du péché, en fait, il y a quand même de la honte, il y a quand même peut-être pardon, excusez-moi, permets-moi, de la culpabilité qui sont liées à ça et qui nous maintiennent captifs, au fait, qui nous empêchent de pouvoir simplement retourner vers Dieu et lui dire, voilà, Seigneur, j'ai déconné, mais mon désir, c'est de pouvoir être en relation avec toi. Et bien souvent, et moi je le vois dans beaucoup de gens que j'accompagne, c'est quelque chose qui les éloigne de Dieu. Parce que, pas que Dieu s'éloigne, loin de là, mais eux s'éloignent en fait. Et eux tournent le dos parce qu'ils disent, mais je suis pas suffisamment saint, je suis pas suffisamment pur pour pouvoir m'approcher de Dieu. Et je crois que là, il y a un mensonge en fait. Et il y a un mensonge que l'ennemi essaie de glisser, mais je crois aussi qu'il y a un appel quelque part à pouvoir progresser dans ce domaine-là. Et on ne va pas devenir parfait, et pas tout de suite en tout cas, mais il y a un appel à progresser, à grandir, à marcher vers la liberté, dans la liberté. Voilà. J'espère que vous le suivez toujours. Je vois que ça réagit un peu, qu'il y a Manu qui est juste là, qui réagit aussi aux questions des uns et des autres. On a abordé le premier volet qui concernait clairement tout ce qui était les dessous du porno. Je vais aborder un deuxième gros volet qui concerne comment en sortir. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur les dessous du porno, sur tout ça. Mais sachez au fait que quand même, c'est une industrie qui est devenue difficile ces dernières années. Au fait, on a toujours cette vision au fait, de l'industrie du porno qui faisait des milliards et puis qui était une industrie incroyable. Et puis ces dernières années, au fait, leur chiffre d'affaires il a diminué drastiquement parce que il y a les tubes, comme ils appellent ça, les sites pornographiques qui au fait sont devenus gratuits. Et donc les acteurs, les producteurs et tout ça, ils ont des marges qui sont ridicules. Et ceux qui gagnent beaucoup d'argent, en fait, c'est les détenteurs, les propriétaires de ces sites internet là. Ça, il y en a quelques-uns qui dirigent au fait toute l'industrie du porno sur Internet, ou l'immense partie du porno sur Internet, et qui se font eux des milliards, probablement, je sais pas exactement, mais ceux qui sont les acteurs, ceux qui sont les producteurs, en fait, eux tournent avec des budgets qui sont beaucoup plus limités qu'à l'époque, et donc la situation financière de ces gens qui sont dans cette industrie-là n'est pas autant enviable que ce qu'on pourrait y croire ou que ça a pu l'être par le passé. Mais donc voilà, ça reste une industrie
qui tournent bien, mais qui tournent bien aussi parce que il y a des acteurs et des actrices qui ne sont pas payés. Et là, on en revient au trafic d'êtres humains, en fait. Et on cherche de la main-d'œuvre bon marché, au fait, parce que les marges sont devenues ridicules. Et donc, si on peut avoir quelqu'un gratuit, c'est beaucoup mieux que de devoir payer des acteurs, des actrices, etc. Très bien. Parfait. Alors, comment en sortir? Comment en sortir? Je vais peut-être pour commencer, bien souvent, c'est un chemin qui est long. Je ne veux pas exclure le fait que pour certains, ça peut être un déclic et puis du jour au lendemain, en fait, tout soit réglé. Et je vous partage peut-être juste mon anecdote. À 13 ans, j'ai donné ma vie à Dieu et j'ai décidé au fait de le suivre, de suivre Jésus, de devenir un disciple. Et à ce moment-là, en fait, je consommais déjà à 13 ans de la pornographie depuis plusieurs années. Et puis je me masturbais régulièrement. Puis j'ai dit à Dieu, mais en fait, ça, je suis pas à l'aise avec ça. Je te prie de me libérer de ça. Et puis, au fait, je me suis pas vraiment rendu compte sur le moment, mais pendant 6 mois, silence radio, aucune tentation, rien du tout. Et donc, ça s'est passé comme ça, déclic. Mais au fait, quelques 6 mois plus tard, je suis retombé, je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis retombé dans des schémas où je regardais de la pornographie quotidiennement, bien souvent. Ça affectait toute ma vie, ça a pris une place énorme. Mes journées, elles étaient conçues pour pouvoir avoir des plages pour regarder de la pornographie, pour avoir des chats avec des filles. Enfin, j'étais allé dans des trucs qui n'étaient pas jolis. Et au fait, après, vers 18 ans, en fait, c'est là que j'ai eu un deuxième déclic qui s'est fait avec le trafic d'êtres humains. Et ce deuxième déclic, au fait, il m'a permis de m'en sortir, mais ça m'a pris 2 ans environ pour en sortir. Ça n'a pas été un claquement de doigts. Donc, il y a eu des évolutions positives, il y a eu des revers, il y a eu des rechutes, et j'ai dû marcher, au fait, à travers toutes ces difficultés. Et donc, j'ai appris, au fait, à travers toutes ces difficultés, ces épreuves. Mais une chose est sûre, au fait, c'est que même si ça n'a pas été en un claquement de doigts, en fait, aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est probablement parce que ça a été dur. C'est probablement parce qu'au fait, ça m'a coûté. Et puis, je me suis dit, mais en fait, j'étais seul. J'avais pas de soutien dans cette démarche-là parce que j'étais dans la honte, parce que je pensais que j'étais le seul qui était concerné par ça. Et du coup, toute cette étape m'a permis au fait d'un jour réaliser qu'au fait il y a certainement plein de gens qui souffrent et qui ont besoin d'aide, et donc qui m'ont amené au fait à essayer de développer quelque chose pour les aider. Et donc voilà, c'est un chemin qui peut être bien souvent long, mais c'est pas parce qu'il est long qu'il est pas bon. Et moi j'aime bien dire des fois que Dieu il a pas envie de nous enlever le problème. Des fois, en fait, Dieu il s'intéresse à notre cœur et il a envie de changer notre cœur. Et donc c'est dans cette démarche-là qu'on va rentrer maintenant dans les étapes pour s'en sortir. C'est que on peut mettre en place plein de choses, mais il y a une question qui se passe ici, au fait. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il a envie de venir travailler? Qu'est-ce qu'il a envie de venir changer? Et comment est-ce qu'il va utiliser la pornographie pour faire ça, peut-être? Parce que Dieu, il est capable d'utiliser la pornographie pour son bien. Et ça, c'est incroyable. Parce que finalement, moi, je me vautrais dans la pornographie pendant des années. Puis aujourd'hui, je peux tendre la main à des gens qui sont dans cette difficulté-là. Et puis, je peux leur transmettre un message d'espoir, un message d'espérance que oui, c'est possible d'en sortir. Oui, on peut être libre. Et ça, c'est incroyable. C'est une grâce de Dieu, au fait. Et donc, voilà. Les étapes pour en sortir. La première étape que je veux vous partager, qui est cruciale, c'est le fait d'en parler. En parler à quelqu'un, de trouver une personne de confiance, une personne à qui on puisse s'ouvrir notre cœur et qui puisse idéalement en fait nous accompagner sur un petit temps. Pour en parler, c'est souvent pas facile, selon les contextes. Je veux dire, soit quelqu'un qui est très jeune, soit des fois des filles qui sont souvent dans la honte et la culpabilité parce qu'on dit que c'est pas un problème de filles. Ou bien parce que père de famille, des responsabilités dans une église, dans une entreprise, etc. Et le fait de devoir dire que voilà, on a des problèmes avec la pornographie, ça remet en question peut-être certains engagements et certains discours qu'on a pu tenir jusque-là. Et donc, ça peut être difficile d'en parler. Moi, j'aime bien partager la technique de la casquette. La technique de la casquette, c'est au fait, s'il y a un grand mur devant moi,
j'ai envie de passer de l'autre côté du mur, je vais prendre ma casquette, je vais l'acheter de l'autre côté du mur, parce que comme ça, je serai obligé d'aller la rechercher. Et ce que ça peut dire par rapport à la pornographie, c'est, moi, je dis à quelqu'un d'envoyer un SMS du style, la prochaine fois qu'on se voit, j'ai une chose importante à propos de laquelle j'aimerais te parler. Et du coup, la prochaine fois qu'on rencontre l'autre personne, ben, elle nous dit, ah bon, de quoi tu voulais me parler? Et du coup, ça lance la discussion. Et puis comme ça nous oblige un petit peu au fait à pouvoir aborder cette question-là. Donc voilà, en parler, c'est important. On va y revenir un petit peu. C'est pas suffisant, mais c'est très important. Mais où je fais aujourd'hui, ben, je suis avec des gens qui potentiellement ont envie de tendre cette main. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de personnes qui tendent la main, qui disent j'ai envie, je me mets à disposition pour des personnes qui ont des difficultés avec la pornographie pour les aider. Et il y a des gens et je crois qu'il y a besoin de messages de gens qui disent mais en fait c'est possible d'en sortir, c'est possible de vivre bien avec la pornographie parce que ça va réveiller l'espoir, en fait, ça va réveiller la foi chez les gens qui ont des difficultés avec ça et qui voient plus le bout du tunnel. Et donc de tendre la main, d'oser témoigner, d'oser dire voilà je m'en suis sorti. Moi, je crois que c'est vraiment une clé vers la réussite. Nous, on a réalisé que notre témoignage était une clé qui permettait d'ouvrir les cœurs, qui permettait d'allier les voix et qui permettait aussi, du coup, de pouvoir permettre la guérison, en fait, des gens. Donc, moi, c'est un appel que j'ai aujourd'hui et que je vous fais, c'est oser tendre cette main, oser témoigner, oser dire que vous avez peut-être traversé des difficultés, peut-être que c'est pas 100% réglé, peut-être que vous êtes en chemin, mais osez dire que vous avez connu des étapes de libération, que ça n'a plus rien à voir avec avant, et puis que peut-être vous pouvez cheminer avec d'autres personnes. Enfin voilà, je vais creuser un peu ces questions-là, mais osez tendre la main. Parce que les gens, souvent, sont dans la honte, la culpabilité, ne savent pas bien avec qui en parler. Et aussi parce que souvent, en fait, les gens, ils ont essayé d'en parler à une personne, peut-être deux. Et puis, en fait, ces gens-là, ils ne savaient pas qu'en faire. Et du coup, ils ont dit, ils ont prié une fois avec eux, puis ils ont dit, voilà, que Dieu te libère. Et puis peut-être qu'en fait, oui, il les a libérés ou peut-être pas. Et s'il les a pas libérés, en fait, les gens se sentent encore des fois plus coupables parce qu'ils disent, mais attends, il a prié pour que Dieu me libère, puis moi, il me libère pas. Enfin, il m'a oublié. En fait, moi, j'en suis où là? Et donc, il y a encore la culpabilité ou même des fois de la rébellion qui peut sortir. Et donc, on a besoin de gens qui osent tendre cette main parce que des fois, il y a eu des déceptions. Et j'ai encore tout récemment une personne qui a suivi notre cours en ligne, que j'ai rencontré, qui m'a dit, mais au fait, moi je me discutais à 1, 2, 3 personnes, ça n'a rien changé. Puis tout d'un coup, à un moment de Dieu, il m'a parlé, puis j'étais discuté avec une personne, j'avais une relation de confiance avec une personne, et ça m'a permis au fait de pouvoir en sortir. Il était profondément dans la pornographie, dans l'adultère, dans les choses comme ça. Et puis, il y a eu un changement dans sa vie et Dieu a pu venir changer son couple, changer sa vie à travers en fait, une relation de quelqu'un de confiance qui a permis de construire en fait, un chemin de liberté pour lui ensemble. Donc voilà, tendons la main. J'aime bien dire que l'opposé de l'addiction, c'est se sentir connecté, se sentir en relation. Des fois, on pense que l'abstinence, c'est l'opposé de l'addiction. En fait, l'opposé de l'addiction, c'est se sentir connecté en relation. Et ça, c'est un message pour nous, nos relations comme ça, mais aussi la relation verticale avec Dieu. On a besoin de ces relations-là. Et l'addiction, en fait, elle isole, elle nous éloigne les uns des autres, bien souvent. Et au fait, ce qu'on a besoin, c'est de reconnecter les uns avec les autres, d'être en relation. Et pas des relations superficielles, mais des relations profondes dans lesquelles on puisse être authentique, vrai, et où on puisse prier ensemble. Parce que je crois que la prière du juste a une grande efficacité. On le verra avec un texte biblique juste après. Voilà. Petite checklist pour vous aider au fait dans comment pouvoir cheminer par rapport avec une personne porno-dépendante. Cette checklist, moi, j'utilise quand je rencontre quelqu'un la première fois. Je dis, OK, voilà, on va faire un petit peu le tour, le bilan en fait de ta situation. On va essayer de mettre au clair quelles sont tes motivations. On va essayer de réfléchir et on va discuter, est-ce que tu es dans une relation de redevabilité durable? Est-ce que tu rends des comptes? Redevabilité, c'est pas un terme français, je m'excuse, mais il évoque beaucoup de ce qu'on veut dire là derrière, c'est rendre des comptes à quelqu'un, avoir une personne avec qui on va être authentique, on va être vrai, on va partager nos défis, on va oser lui partager nos péchés au fait aussi. Et donc, ça c'est super important pour nous, c'est un élément central.
comme les motivations, c'est vraiment super important de savoir pourquoi on veut en sortir. Finalement, il y a la troisième étape, c'est le fait de décider de confier sa volonté et sa vie aux soins de Dieu, aux soins d'une force supérieure. Ça, c'est les alcooliques anonymes qui disent ça, mais dans notre contexte, c'est aux soins de Dieu. Et donc, on reconnaît au fait qu'on n'est pas capable de gérer notre vie comme il faut et qu'on a besoin d'aide. Quatrième point, c'est mettre en place des filtres Internet efficaces. Ça, c'est bien. C'est une béquille. Et une béquille, ça ne va pas faire que notre jambe cassée va se réparer, mais ça va nous permettre de soulager la jambe cassée pour qu'elle puisse se guérir. Donc, ça, c'est une chose importante. Le fait de mettre la méthode ORDRE en place pour gérer les pulsions. On va la voir tout à l'heure. Cette méthode ORDRE, un petit peu de patience. Le fait de développer ou de redécouvrir une passion. Bien souvent, en fait, la pornographie est devenue une passion. Et on a besoin, en fait, on ne peut pas juste enlever la pornographie, on a besoin de mettre d'autres choses en place. Donc voilà. Ensuite, rédiger un engagement personnel. Absolument, c'est super important de fréquenter une église où il y a un pasteur, ou bien où il y a des personnes qui sont formées en relation d'aide, je pense. De pouvoir rédiger un engagement personnel. Un engagement personnel qui n'est pas l'engagement de monsieur tout le monde, mais qui est moi finalement. Ce sur quoi je vais m'engager. Quelles sont les choses sur lesquelles je vais être intransigeante. J'aime bien l'exemple de Job, au fait. À un moment donné, il dit, quand ses amis commencent à l'accuser d'avoir péché, au fait, il dit à un moment donné, comment osez-vous dire que j'ai porté un regard chargé de désir sur une femme, alors que j'ai signé un pacte avec mes yeux que je ne porterai jamais de regard chargé de désir sur une femme. Et moi, je trouve ça fou, en fait. Il dit, mais vous m'accusez, mais comment vous pouvez m'accuser alors que j'ai pris un engagement? Puis dans notre culture, les engagements, dans notre société aujourd'hui, les engagements, ça n'a pas la même valeur. Mais là, l'engagement de Paul, c'est du solide. C'est un engagement conséquent. Et donc, le fait de prendre un engagement personnel, on pense que c'est vraiment important. Ensuite, de parvenir à un sevrage de 6 mois sans pornographie. Ça, c'est ce qu'on vise. Alors, certains le font plus long, certains, enfin, après, l'idée, c'est de le vivre toute la vie, mais d'avoir une échéance un peu de 6 mois, ça nous semble être un bon objectif. Des fois, il doit être échelonné, on n'arrive pas du jour au lendemain à 6 mois, mais c'est ça qu'on vise, en fait, 6 mois sans pornographie. Et finalement, de pouvoir dénouer les problèmes qui sont cachés plus en profondeur. Parce que la pornographie, bien souvent, c'est pas le problème de fond. Il y a un autre problème qui est là et qui nécessite d'être réglé, en fait. Donc, voilà un petit peu la checklist que j'utilise, que vous pourrez récupérer dans les supports si vous nous suivez sur la plateforme Crowdcast. Et donc, qui moi, m'aide beaucoup, au fait, quand j'accompagne quelqu'un, parce qu'elle est courte, elle est synthétique, et puis ça me permet de voir rapidement les points avec la personne, où c'est qu'elle en est. Pour ou contre? Ça, c'est une grande question. Pour ou contre la pornographie? C'est évident, on est contre. On est contre. Et puis, en fait, des fois, dans notre culture chrétienne, on est contre beaucoup de choses. Et moi, j'aime bien renverser les choses. Alors, je suis un petit peu provocateur, mais moi, j'aime bien me dire qu'en fait, notre but, c'est pas tellement d'être contre la pornographie. Et on va rejoindre la question des motivations. Notre but, c'est d'être pour quelque chose. On a été créé pour quelque chose et pas contre quelque chose. Et ça, c'est un petit détail comme ça, mais qui change pour moi vraiment fondamentalement la manière dont on va se battre. Si je me bats contre la pornographie, en fait, je me bats contre un truc qui est pas bien. Mais si je me bats pour mon appel, pour des relations épanouissantes, pour un avenir où il y a plus d'espérance, où il y a plus de joie, de bonheur, si je me bats pour une relation avec Dieu qui est restaurée, qui est approfondie, bah ça, c'est tout à fait différent comme démarche que de se battre contre la pornographie. Et du coup, on va arriver à la question des motivations. Je veux abandonner la pornographie pour. Pourquoi? Et puis là, la personne, vous allez l'encourager à noter ce pourquoi elle va se battre. Moi, une des choses pour lesquelles, je vais être assez vrai, une des choses pour lesquelles j'ai dit que j'allais me battre, moi, c'est pour avoir des relations sexuelles épanouissantes. Parce que je me suis rendu compte que regarder de la pornographie, masturber derrière, c'était certainement une très mauvaise préparation, parce que j'étais encore célibataire, très mauvaise préparation en fait à avoir des relations sexuelles épanouissantes plus tard. Et donc, pour moi, c'était un des objectifs. Un jour, je voulais avoir des relations sexuelles épanouissantes. Le deuxième, c'est que je croyais pertinemment que Dieu m'avait créé pour la liberté, frei. Et donc, je voulais découvrir, chercher, m'approprier cette liberté. Ça, c'était deux raisons pour lesquelles j'avais envie de me battre.
La troisième, c'était pour ma femme, parce qu'en fait, au moment vers mes 18 ans, on a commencé à prendre des engagements l'un envers l'autre. Et pour moi, l'idée, c'était aussi de pouvoir être libre le jour du mariage, au fait, de la pornographie. Chose que j'ai presque réussi. Donc voilà un petit peu pour la motivation à abandonner la pornographie pour quelque chose, en fait. Je veux me battre pour quelque chose et pas contre la pornographie. Ça, c'est, à mon avis, un déclic qu'il faut que la personne elle fasse. Et la personne, vous allez voir, elle va avoir des hauts et des bas dans sa démarche. Des fois, elle va être super motivée, des fois, ça va être au fond du bac. Et puis, d'avoir une liste claire de pourquoi est-ce qu'on est motivé, pourquoi est-ce qu'on veut se battre, ça va vous permettre aussi de pouvoir lui dire, mais en fait, c'est pour ça que tu te bats. Maintenant, tu le vois peut-être pas devant tes yeux, mais c'est pour ça. Et continue, persévère. C'est pas facile, mais tu te bats pour une bonne raison. L'étape d'après, c'est être redevable. Aujourd'hui, c'est pas très tendance de rendre des comptes. On a envie d'être autonome, d'être indépendant. Et on n'a pas tellement envie de devoir dire ce qu'il n'y a pas très beau en nous. Les réseaux sociaux nous montrent plein de gens qui réussissent. Et puis nous, on doit dire ce qu'il y a de moche en nous. Ah, c'est pas cool. Et pourtant, je pense que c'est une étape indispensable vers la liberté. Et indispensable et bien souvent essentiel pour les gens. Donc moi, j'encourage chacun à trouver une personne de redevabilité. Donc vous aussi à tendre cette main, à dire, OK, est-ce que tu veux prendre un engagement envers moi? Il faut bien savoir que la démarche, elle doit venir de la personne dépendante, mais vous pouvez tendre la main, comme Jésus l'a fait au fait. Jésus, il a tendu la main, et puis nous, on répond à cet appel-là. Et puis on dit, oui, on a envie de te suivre, mais c'est lui qui a tendu la main en premier. Je pense que le fait d'être redevable, c'est utile on va voir un petit peu comment l'être, mais je pense qu'il y a vraiment une puissance là derrière, en fait, quand on confesse nos péchés et qu'on prie les uns pour les autres afin d'être guéris. Là, il y a la notion de guéri, mais je crois qu'il y a aussi la notion de libérer, au fait. Libérer, mais de guérison, parce que souvent, si on est dépendant de la pornographie, c'est qu'il y a des blessures aussi. Et quand un juste prie, sa prière, elle a une grande force. Et ça, c'est vrai, c'est une vérité. Elle a une grande force, cette prière, quand un juste prie. Donc, on est invité, au fait, à prier avec ces personnes-là. On est invité à les accompagner, on est invité à les porter, au fait, auprès de Dieu et puis de demander à ce qu'ils puissent être libérés de cette addiction. Une méthode très, très concrète pour pouvoir sortir de la pornographie que je vous propose, qui n'est pas la méthode absolue, mais qui est un outil qui permet de faire un petit peu un jalon. En fait, c'est la méthode des pouces. Pouce vers le haut, pouce ouf, c'est juste passer, puis pouce KO. C'est pas aller. L'idée, c'est que quand on rentre dans une relation de redevabilité, on va se rencontrer régulièrement. Mais en fait, on peut aussi simplement échanger sur comment se sont passées, par exemple, les dernières 24 heures, ou la dernière semaine, ou le dernier mois, selon dans quelle étape de liberté on est. En fait, certains, c'est impossible de passer une journée sans. Mais en fait, au début, on va faire un pointage tous les jours, quoi. Et donc, là, on fait un moyen simple où la personne, elle vous envoie avant midi, chaque jour, un pouce s'il est vers le haut, s'il est juste c'est passé ou bien s'il n'est pas passé. Et pourquoi on préconise ça? De faire ça à une fréquence régulière et pas juste de le faire, parce que souvent, la démarche habituelle que moi j'entends, c'est « Ok, je te contacte si j'ai un souci. » Laissez-moi rire. Tu me contactes après que tu aies eu un souci, en fait, en général. Et donc, du coup, ça fait qu'il me contacte chaque fois qu'il a un problème. Et donc, c'est le mec, en fait, quand il t'appelle, tu sais pourquoi il t'appelle. Et puis, c'est pas très, très stimulant comme relation. En fait, tout à le mec qui, chaque fois qu'il t'appelle, c'est parce qu'il a un problème. Et donc, on essaie d'inverser la chose en disant, en fait, tu m'appelles de manière systématique. Et puis, comme ça, je vois aussi quand il y a des pouces en haut. Et puis, ces pouces en haut, ils sont super importants. Moi, je ne crois pas qu'on est en train de se demander quand il y a un pouce en bas, quand c'est qu'on descend. En fait, chaque fois qu'il y a un pouce en haut, c'est un jour où on avance vers la liberté, une semaine où on marche en plein dans la liberté, ou un mois où ça s'est super bien passé. Donc, ces pouces en haut ont une valeur énorme. Et donc, j'aime beaucoup le fait d'avoir une régularité parce qu'en fait, moi, j'aime bien, je fais des graphes des fois pour les personnes, puis je dis, mais en fait, sur ces 3 derniers mois, tu as eu 90% de jours où c'est bien allé. 95% de jours où c'est bien allé. Enfin, on est dans des taux élevés souvent, après quelques temps où on a mis en place des choses. Puis en fait, oui, il y a encore des revers où il y a des rechutes, on va y venir, mais il y a plein de jours où ça se passe bien. Et ça, c'est hyper important de le valoriser. Parce qu'en fait, on n'est pas en train de regarder tous les problèmes, on est aussi en train de regarder vers quoi, positivement, de manière, tous les progrès qui sont faits, on essaie de les valoriser et de les encourager. Alors, quand il y a un pouce vers le bas,
la personne que vous suivez, par exemple, elle est tenue de vous contacter dans les 6 heures ou bien jusqu'au soir. Enfin voilà, définissez ensemble. Elle vous contacte puis elle vous dit pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, sur quel site, sur quel, etc. Et du coup, ça vous permet aussi après, si vous avez des filtres que vous mettez en place, de pouvoir brider certaines choses. Et puis là, le coach, il va décider est-ce que c'est un revers, et puis du style, on dit que la série, elle continue, ou est-ce que c'est une rechute, puis là, les compteurs sont remis à 0. C'est-à-dire, l'idée, c'est de viser 6 mois, hein, on l'avait dit avant. Donc, le revers, c'est quoi? C'est, OK, ben, en fait, je marche bien, puis tout d'un coup, ben, voilà, il y a une publicité sur le web qui m'a déclenché, j'ai regardé quelque chose, je me suis masturbé derrière, bah, j'en suis franchement pas fier, ça arrivait. Bah ouais, ça arrive, c'est la vie, on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs. Et je crois qu'on a besoin de trouver cet équilibre entre la tolérance zéro puis aussi cette bienveillance en fait, envers soi-même. Donc le revers, c'est cette bienveillance en disant oui, ça arrive et puis c'est pas si grave et tu vas te relever et tu vas marcher maintenant de nouveau vers la liberté. La rechute, c'est un peu différent, c'est ok, ben en fait je me suis planté, mais j'en ai bien profité, quoi. Je me suis fait plaisir et puis du coup, ben, je suis retombé un petit peu dans les schémas d'avant. Et ça, c'est tout à fait différent, en fait. Ça, on cautionne pas, on dit, ben voilà, ça fait que les compteurs reviennent à 0, et puis qu'il faut maintenant retravailler, en fait, et qu'il faut reprendre des engagements, redéfinir peut-être le contexte, le cadre. Donc voilà un petit peu la démarche qu'on vous propose pour la redevabilité. J'ai évoqué avant le fait que la pornographie, c'était que la pointe de l'iceberg. Hein, vous vous rappelez de ça? Je vois que Bruno il dit que valoriser les efforts est bien souvent plus efficace que valoriser le résultat, d'après les neurosciences. Absolument. Je rebondirai là-dessus au fait en disant qu'on valorise aussi l'intention dans le sens, mais on va y venir un petit peu plus tard sur comment accompagner l'entretien motivationnel, c'est-à-dire on va essayer de valoriser chez la personne, même s'il s'est planté ou même s'il a réussi, quelles sont les valeurs, quelles sont les choses sur lesquelles il s'appuie et sur lesquelles il construit, qui du coup lui donnent envie de se battre. Et donc valoriser en lui, même s'il a eu des revers ou des rechutes, en fait, par exemple, s'il y a une mauvaise conscience, ben, il va pas être à l'aise avec ça. Et du coup, ben, on dit, mais en fait, ça te pose problème. Et donc, ça veut dire qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui est bon et qu'on veut nourrir, en fait, parce que tu cherches à t'en sortir. Tu sais que dans ta vie, il y a autre chose pour toi. Et donc, on va essayer de valoriser ce qu'il y a de bon chez la personne, plutôt que de dire que, voilà, il s'est planté, maintenant, il faut te mettre un pied au cul, enfin, vas-y, un petit peu. Enfin, voilà, j'ai mes petites expressions suisses, hein, excusez-moi. donc, voilà, au niveau si je reprends un petit peu sur la démarche, l'idée, c'était de prendre conscience que la pornographie, au fait, c'est bien souvent que la pointe de l'iceberg. Et qu'en dessous de la surface, ce qui est invisible, c'est que il y a des inconforts. Il y a une hygiène de vie qui est partie dans tous les sens. Il y a un manque de but ou de sens dans la vie. Il y a une consommation de médias qui est incontrôlable. Il y a un vide au niveau spirituel. Il y a des abus qui n'ont pas été guéris, au fait. Il y a d'autres dépendances qui coexistent, ou bien il y a du rejet ou des relations qui sont problématiques. Et tout ça, au fait, va être un terreau favorable pour que la pornographie puisse s'exprimer, en fait. Et à partir du moment où on va commencer un petit peu à les gratter dans ces choses-là, en fait, on va avoir moins besoin de pornographie parce qu'actuellement, la pornographie, c'est notre béquille parce qu'on ne marche pas bien, en fait. Puis du coup, la pornographie, c'est un petit beau moqueur qui nous fait du bien. Quelqu'un disait, c'est ma petite injection de bonheur quotidien. Et donc, si, en fait, notre vie va mieux, si on a pu régler des choses qui sont problématiques, on va simplement avoir moins de soucis, on va avoir moins besoin de pornographie. Moi, j'aime bien dire par rapport au but et au sens dans notre vie, pour moi, c'est hyper important cette partie-là, cet élément-là, parce qu'une fois qu'on sait pourquoi on a été créé, en fait, on va marcher en direction de pourquoi on a été créé, et puis la pornographie, en fait, c'est un boulet. Et alors qu'on tire un boulet, on n'avance pas vite. Et puis au bout d'un moment, ce boulet, on va s'en séparer parce qu'en fait, on se bat pour des choses qui donnent du sens à notre vie. Et alors que notre vie prend du sens, en fait, on va trouver une autre manière d'avoir du bonheur, d'avoir du plaisir. Et du coup, la pornographie va gentiment devenir inutile. Dans les défis du passé, peut-être je reviendrai sur les femmes spécifiquement.
Peut-être, c'est une question qui est venue. Est-ce qu'il y a des ressources spécifiques pour les femmes par rapport à la pornographie? J'y réponds peut-être brièvement maintenant. En fait, moi, je connais peu de ressources spécifiques pour les femmes en France. Il y en a certaines anglophones. Nous, on propose quand même 2-3 petits trucs, mais on continue d'y travailler. Ma femme, en fait, elle a été dépendante de la pornographie pendant presque 10 ans aussi. Et du coup, elle témoigne, elle a son témoignage. Et puis, son témoignage, il est lié au fait à des abus durant toute son enfance sexuelle. Et du coup, en fait, il y a un cercle vicieux, au fait, au niveau de l'abus. Le fait d'avoir été abusé, au fait, va potentiellement en fait favoriser le développement d'une dépendance affective, ça peut être, mais aussi une dépendance sexuelle, comme la pornographie. Et donc de soigner, d'attaquer cette question des abus, moi je pense que c'est vraiment indispensable s'il y a une consommation de pornographie, mais en fait bien souvent ça va être difficile à régler si la question de l'abus n'est pas réglée derrière, et ça peut être long et douloureux de pouvoir traiter la question de l'abus, mais je pense que c'est vraiment Dieu, il a envie de venir restaurer la personne dans ce chemin-là. Et je pense que pour la question des abus, il faut vraiment s'entourer de professionnels, de personnes qui sont formées pour faire ça. C'est pas tout simple. Et je pense qu'il y a aussi l'assistance de Dieu là-dedans, mais d'avoir des personnes qui ont à la fois une sensibilité à Dieu et une compétence professionnelle. Pour moi, c'est le duo rêvé, quoi. S'ils arrivent à concilier ces deux réalités-là, et puis à accompagner la personne vers la liberté. Très bien. Ensuite, au niveau du fait d'accompagner un pornodépendant, donc ça me semblait important de prendre conscience qu'en fait, des fois, on focalise énormément sur la pornographie quand quelqu'un veut en sortir, mais en fait, il y a beaucoup de choses autour qu'il faut aussi prendre en compte. Et des fois, moi, il y a des gens, ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit, voilà, j'ai un problème avec la pornographie, puis on a fait un petit peu la checklist. En fait, j'avais dit, mais votre problème, oui, il y a une manifestation de pornographie, mais le problème, il n'est pas là. Et puis, il va falloir travailler à ce problème-là, les abus, du rejet, du consommation de médias qui est incontrôlable. Et puis, une fois que vous aurez travaillé un petit peu ça, peut-être que la pornographie, ce sera plus un problème. Et donc ça a plusieurs fois été le cas. Pour moi, j'ai dit, mais en fait, il y a d'autres choses à régler avant d'attaquer la question de la pornographie. Parce que la pornographie, elle se plaît là-dedans. Et puis, si on lui laisse un terreau favorable, elle va continuer. On peut couper les branches, tout ce qu'on veut. En fait, ça va continuer de fleurir, quoi. Il faut s'attaquer aux racines. Et ça me semble important de le rappeler. Votre mission, si vous souhaitez accompagner un dépendant ou une dépendante à la pornographie, petit descriptif de mission, c'est le fait de marcher aux côtés de la personne. Juste d'être à côté. Des fois, c'est pas énorme ce qu'il faut faire, mais de l'écouter, de l'encourager, de valoriser les belles choses qu'il y a en elle, de prier pour la personne, et là particulièrement le fait de prier, d'avoir du discernement pour cette personne-là. Moi, c'est quelque chose que je prie régulièrement et que j'espère que Dieu me donne toujours plus, c'est du discernement pour pouvoir cibler au fait ce contre quoi on doit se battre. Des fois, il peut y avoir des forces, des puissances. Des fois, il peut y avoir des habitudes qui doivent changer. Des fois, il doit y avoir juste un petit déclic ou une petite poussée en avant pour dire maintenant, vas-y, prends-toi en main. Puis d'autres fois, il faut juste écouter. Puis en fait, on doit se rendre compte qu'il y a des choses plus profondes qui doivent se régler. Et donc ça demande du discernement parce qu'on peut complètement se tromper par rapport à ça. Valoriser la personne avec bienveillance. Ça rejoint ce qu'on a dit avant, le fait de valoriser ce qu'il y a au fond d'elle. D'être disponible. Et ça, c'est pas rien. C'est quand même un engagement, je vais pas vous le cacher. Quand moi, j'accompagne des personnes, je n'accompagne pas 50 à la fois. Hein. J'accompagne 1, 2. Et c'est vrai que ça demande de la disponibilité, ça demande de se rencontrer, ça demande des téléphones, des messages. Et c'est un engagement qui est quand même conséquent. Donc ça, il faut avoir conscience qu'il faut être disponible pour pouvoir accompagner quelqu'un et si possible sur le long terme. Ensuite, les rencontres. Moi, je pense que c'est bien d'avoir une rencontre régulière. Aujourd'hui, ça peut se faire des rencontres virtuelles aussi, de visu ou par téléphone ou par visioconférence. Elles n'ont pas besoin d'être longues, 30 minutes, max 1 heure. Vraiment, faut pas aller trop loin. Des échanges simples mais profonds. Et puis convenir d'un prochain rendez-vous lors de la rencontre. Moi, j'aime bien dire aussi, des fois, on me demande mais qui peut être la personne qui accompagne? C'est pas forcément le meilleur ami qui est la meilleure personne, parce qu'au fait, celui qu'on voit souvent, c'est pas toujours facile de savoir quand c'est qu'on va parler de ça ou pas.
Alors, soit on peut convenir que de temps en temps, on se voit spécifiquement pour ça, mais en fait, il y a vite un mélange. Et puis, moi, je pense d'avoir une personne spécifique qu'on ne voit pas tout le temps et puis avec qui on puisse discuter de ces choses-là, c'est utile. Parce que, en fait, ça nous permet de se rappeler, quand on voit cette personne-là, c'est aussi, voilà, on sait de quoi on parle, on n'est pas en train de tergiverser autour, on va directement au fait. Ensuite, au niveau des entretiens, de l'entretien motivationnel, je disais avant qu'on allait y voir, en fait, plus je regarde mes souffrances, plus elles deviennent grandes. Et donc ça, les gens souvent sont focalisés sur leurs problèmes. Et donc le but aussi, c'est de pouvoir aider la personne à prendre un petit peu de recul. Et puis pas être le nez dans le guidon dans ses problèmes, mais de pouvoir voir plus large. Et puis c'est vraiment ce que moi j'essaie de faire en les accompagnant, en leur disant, voilà, voyez le dessous du problème, l'iceberg qu'on a vu avant, ou bien prenez conscience du cycle de l'addiction, essayez de prendre du recul un petit peu par rapport à votre souffrance, parce que au fait, en valorisant les bonnes choses chez elle, c'est que si on est né dans le guidon dans notre souffrance, au fait, plus on la regarde, plus elle devient énorme, puis au fait, plus on s'en approche, puis on voit plus que ça au bout d'un moment. Et donc, c'est bien de pouvoir focaliser sur autre chose. La motivation pour quelque chose plutôt que contre, ça rejoint ça. Le fait d'accepter l'échec, les échecs de la personne, ça peut arriver, ça risque d'arriver, mais focaliser sur la valeur de la personne. La personne a une grande valeur, c'est une créature de Dieu, et indépendamment de ce qu'elle fait, c'est une personne de grande valeur. Et ça, je crois qu'on a besoin aussi des fois de ce don de Dieu qui nous aide à voir la grande valeur d'une personne. Ensuite, la personne accompagnée doit avoir son autonomie et on doit accepter ses bons et ses mauvais choix. Et ça, c'est pas toujours facile. On ne va pas fonctionner à la place de l'autre. C'est lui qui doit être le moteur, c'est lui qui doit prendre les choses en main. Valoriser aussi le sens et l'intention derrière les actes plutôt que les actes en eux-mêmes. Le jour où elle subit un échec, on ne peut plus rien valoriser au fait. Donc, c'est important de pas juste valoriser les succès, mais de valoriser l'intention derrière les succès ou l'intention derrière les échecs. Enfin, pas les échecs, mais l'intention derrière le fait qu'il s'exprime, par exemple, du ressentiment ou une volonté de changer. Parler à la place de l'autre est contre-productif. Donc, lui dire « Ah, mais tu devrais faire comme ça », il faut plutôt essayer d'évoquer, au fait, pour faire parler la personne. Parce qu'une personne, elle dit ce qu'elle veut faire, c'est beaucoup plus fort qu'en lui disant « Mais tu devrais faire ça ». C'est d'éviter d'être le bon conseiller qui lui dit « Ah, mais fais ça, 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 ça et ça », et puis ça va régler le problème, comme je le fais ce soir, c'est pas un bon exemple. Mais c'est d'évoquer chez eux comment tu vas pouvoir t'en sortir. Qu'est-ce que tu peux faire dans cette situation-là? Qu'est-ce que, si on inversait les rôles, puis que moi je te disais ça, qu'est-ce que toi tu ferais? Demander ce qu'il peut faire. Donc voilà, on aborde encore 2-3 points et après on va gentiment s'arrêter pour cette première partie. Du coup, je vais aborder un tout petit peu la question de la pulsion qui est pour moi un certain défi au fait, le fait de gérer ces pulsions. J'aime bien comparer les pulsions à la faim. La pulsion, c'est pas une mauvaise chose. Une pulsion sexuelle, par exemple, c'est pas une mauvaise chose. C'est comme la faim, en fait. On en a besoin, ça nous donne un indicateur. Et puis, on doit apprendre à la canaliser, on doit apprendre à la gérer. C'est pas parce qu'on a faim qu'on mange n'importe quoi à n'importe quelle heure. On doit canaliser un petit peu ça. Et donc, on parle de la méthode ORDRE pour remettre de l'ordre un petit peu dans ces pulsions-là. Et l'idée, c'est quand on a une pulsion sexuelle qui vient, c'est qu'on l'observe. On observe ce qu'on ressent, on observe ce qu'on pense, on observe peut-être physiquement ce qui se passe dans notre corps. Donc, une observation d'abord de qu'est-ce que c'est qu'une pulsion. En fait, souvent, on parle d'une pulsion, mais on ne l'a jamais vraiment analysée. Et ça nous permet de connecter notre cerveau intelligent, notre cerveau des réflexions, le cortex, plutôt que le cerveau reptilien, qui est le cerveau qui a les réflexes. Donc, c'est très stratégique. Ensuite, on respire profondément pour pouvoir injecter de l'oxygène dans notre sang, et puis ça nous permet de calmer un petit peu la pression, et pour se trouver dans une meilleure situation, pour se demander qu'est-ce qu'on veut faire. Et typiquement, prendre une décision pour répondre à cette pulsion-là. Et une réponse saine, c'est ce qu'on a vu dans le cycle de l'addiction, c'est des passions, c'est le fait des relations, d'une cause, d'un appel qui est supérieur. Donc voilà, ça je les mets brièvement là, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus vu que j'en ai déjà parlé. Finalement aussi, une des choses, je pense, c'est de centrer sur Jésus. Jésus, il a une réponse au problème de la personne. Peut-être que vous êtes un élément de réponse pour cette personne-là,
Mais Jésus, il a aussi dans sa parole, par exemple, quelques versets. Je vous les donne vite en vitesse. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. 1 Jean 1, 7 pour la culpabilité. Dieu est dans la lumière. Alors si nous aussi, nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. On est purifié si on marche dans la lumière, si on est sauvé, on est purifié de tous les péchés. C'est une promesse incroyable. N'aie pas peur, tu ne seras plus couverte de honte. Ne sois pas troublé, on ne t'insultera plus. Tu oublieras la honte que tu ressentais quand tu étais jeune, mais avec un amour sans fin, je te montre ma tendresse. C'est moi le Seigneur qui te dit cela, c'est moi qui te libère. Incroyable. Ésaïe 54, 4, 8, c'est une petite synthèse des deux par rapport à la honte, par rapport à la dépendance, par rapport à la solitude qu'on peut ressentir des fois lors d'une consommation de pornographie. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Donc, vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un avec vous. Et finalement, sécuriser sa base. Je m'en arrête tout bientôt. Sécuriser sa base, c'est important. C'est une béquille, malgré tout, c'est pas ça qui va régler le problème, mais c'est une bonne béquille qu'il faut mettre en place. On va essayer de calmer un petit peu le problème. Et j'aime bien comparer Internet au fait à une table de salon comme celle-là. En fait, avoir un accès illimité à Internet, c'est comme si on avait de l'alcool, de la drogue, des armes, toutes sortes de choses, des revues pornographiques, etc. Sur la table du salon, en fait. C'est hyper difficile de gérer, si on a une difficulté avec l'alcool, par exemple, de gérer, d'avoir toujours une bouteille d'alcool sur la table du salon. Si on a des problèmes avec la drogue, c'est difficile de gérer ça en l'ayant toujours devant les yeux. Et donc, si on a toujours un accès illimité à Internet alors qu'on a des problèmes avec la pornographie, c'est hyper difficile de le gérer. Donc, on a besoin d'aide par rapport à ça. Et moi, je crois qu'en fait, on ne devrait pas avoir des connexions Internet complètement libres parce que c'est très, très difficile de gérer cette grande liberté. Moi, j'aime bien dire que moi, je limite mes possibilités pour gagner en liberté, en fait. Parce que ma liberté, c'est pas de pouvoir faire tout et n'importe quoi. Ma liberté, c'est de pouvoir faire les choses pour lesquelles j'ai été créé. Ça, c'est ma vraie liberté pour laquelle j'ai envie d'investir. C'est pas de faire toutes les choses possibles et imaginables qui vont amener n'importe où. C'est de faire ce pourquoi Dieu m'a créé. Et donc, par rapport à ça, nous, on propose cette solution qui s'appelle Custodio, qui nous semble être aujourd'hui la plus efficace, mais voilà, il y en a certainement d'autres. Elle est payante dès qu'on a plusieurs appareils, mais il y a une version gratuite pour un appareil. C'est en français, c'est un filtre efficace, ça envoie des rapports depuis l'app des parents ou bien depuis le site internet. Elle est assez facile à configurer, à mettre en place. Moi, je la recommande assez chaudement. Donc voilà, n'hésitez pas à l'essayer, à l'utiliser. Une autre ressource aussi, c'est Tout pour sa gloire. Ils ont une formation comment vivre la pureté au siècle de la pornographie. Vous pouvez la retrouver sur toutpoursagloire.teachable.com. Vous retrouverez donc tous ces liens dans la slide, ou bien ils vous seront mis dans le chat. Je crois qu'il y a déjà eu d'autres liens qui ont été partagés sur des ressources de Tout pour sa gloire. Nous, on a mis en place aussi des ateliers en présentiel. Alors là, c'est en Suisse pour l'instant. On espère pouvoir avoir quelques ateliers qui un jour démarrent en France. S'il y en a des qui se sentent le cœur de lancer ça, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On a bien envie de pouvoir lancer ça en France aussi. Et donc, ça, c'est des ateliers où en fait, on se retrouve pendant 90 jours et puis où on rencontre des pornodépendants et on les met sur des canapés, puis on discute ensemble, on chemine ensemble. C'est vraiment des temps incroyables. Moi, j'en ai vécu déjà 3 avec 3 groupes différents. On va en relancer un en août. Donc voilà, ça, c'est vraiment aussi une ressource que moi, j'ai envie de continuer de multiplier, en fait. Et les gens qui les ont lancés, ces ateliers, ont vraiment été encouragés, en fait, par ça. Ils ont trouvé ça super chouette. Et puis, la version un petit peu plus light, on va dire, c'est le cours en ligne qu'on propose aussi sur notre site internet avec 70 minutes de formation vidéo, un e-book. Ça, c'est toutes des choses que les gens qui font les ateliers en présentiel reçoivent aussi. Mais donc là, c'est la version juste online. Il n'y a pas l'aspect communautaire qui est derrière. On peut le faire à n'importe quel moment de manière autonome. Donc voilà, c'est pas gratuit cette partie-là. Les ateliers en présentiel non plus. Donc voilà, juste si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Donc voilà, j'arrive gentiment au terme de ma présentation. Et puis maintenant, c'est le fameux temps des questions-réponses. J'espère que ça aura joué. Moi, j'ai pas eu tellement le temps de jeter un œil au chat. Je sais pas si ça a été super vivant. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura convenu. Nicolas, est-ce que tu es prêt? Yes. Écoute, on va commencer avec la question d'un certain Fred Bican. Ce nom me dit quelque chose.
Alors, voilà sa question. En 1 Corinthiens 7 à 9, Paul écrit « S'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Comment faire pour ceux qui brûlent de désir comment faire pour que ceux qui brûlent de désir qui veulent se marier mais ne peuvent pas le faire, en gros? Comment gérer le désir qui les brûle en attendant de trouver un conjoint? » Moi, j'aime bien mentionner le fait que je ne crois pas que le célibat soit une salle d'attente en vue du mariage. Je pense que le célibat a sa raison d'être, qu'on ne connaît pas tout le temps, qui est des fois difficile à vivre. Et je pense que là, il y a un vrai mystère aussi, hein, pourquoi la sexualité en tant que célibataire, comment elle peut être vécue. Mais en même temps, je crois que c'est aussi une période qui est idéale au fait pour apprendre à gérer ses pulsions, apprendre à les canaliser, apprendre à gérer son intimité, sa sexualité au fait. Parce qu'au fait, une des erreurs à mon avis qu'on fait, que j'ai déjà mentionné tout au début, c'est de dire que parce qu'on est pas sexuellement actif, au fait, on n'a pas de sexualité. Et ça, c'est faux. On a une sexualité qui peut être exprimée ou pas, mais on est des êtres sexués profondément. Et donc, on a des pulsions sexuelles, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là, et puis on doit apprendre à les gérer. Mais au fait, une fois qu'on est marié, on doit aussi les gérer. On peut pas se permettre, au fait, d'avoir un manque de maîtrise de soi parce qu'on va être un conjoint juste maladroit. Et donc, moi, j'aime bien dire que je pense que je peux pas expliquer le célibat de certaines personnes, je comprends pas. Puis en même temps, il est là. Et donc, il faut le prendre comme une période en tant que telle. Il y a des clés, au fait, qui sont particulièrement faciles de développer quand on est célibataire, qu'une fois qu'on a des responsabilités familiales, un couple et tout ça, qui sont beaucoup plus difficiles à gérer. On a moins de temps pour soi, pour se développer et tout ça. Et donc, moi, je crois réellement qu'il y a un vrai plus derrière le fait d'être célibataire pour apprendre à gérer ses pulsions. Moi, j'aime bien dire que le but, c'est pas de refuser d'étouffer les pulsions sexuelles. Le but, c'est d'apprendre et de les connaître et d'être prêt à les canaliser, les amener vers quelque chose de sain, en fait. Et là, dans ce sens-là, je pense que la sexualité, c'est utile de réaliser que c'est quelque chose d'émotionnel, de physique et de spirituel. Et donc, pour gérer notre sexualité, que ce soit en tant que célibataire ou personne mariée, sexuellement active ou non, en fait, on va devoir gérer ces 3 dimensions. Et mon appel, c'est de dire, mais pour une personne qui aimerait se marier, tu dois apprendre à gérer ça. C'est pas le plus facile, oui, parce que tu peux pas vivre ta sexualité avec une personne autre. En même temps, il faut avoir conscience qu'il y a plein de mariages où la sexualité c'est hyper compliqué. Il faut avoir conscience que voilà, c'est pas parce qu'on est marié que la sexualité ça devient facile. C'est un défi, il faut apprendre. Et donc, que tu sois célibataire, je l'explique pas, mais je crois que Dieu il a des projets très particuliers pour toi en tant que célibataire. Et t'es pas dans une salle d'attente en vue d'être marié. Et t'es pas moindre parce que tu es célibataire, t'as pas moins de valeur. Et des fois, peut-être qu'on donne une mauvaise image du célibat en disant mais t'es encore pas marié, il y a un peu ces questions comme ça. Et je crois qu'il y a une vraie force au célibat en fait. Excellent. Je rebondis sur ce que tu viens de nous partager. Il y a une question qui fait un peu la suite à ça, c'est que dans le monde, la communication qu'on a par rapport aux questions de pornographie, de masturbation, c'est que c'est vraiment un acte naturel dont l'être humain a besoin, parce que c'est un besoin vital comme manger. Et ça, en fait, c'est une pensée qui peut être vraiment inscrite dans les esprits, même des chrétiens, des chrétiennes. Donc, d'après ce que tu nous dis, on pourrait se passer, en fait, de ce besoin, même dans cette période de célibat. J'ai pas une position extrêmement catégorique sur la masturbation. Pour moi, il y a une. Enfin, je vais pas rentrer dans le débat de la masturbation. Je suis pas sûr que ce soit le but de cette question-là. Pour moi, il me semble pas qu'il y a une vérité absolue en disant la masturbation c'est comme ça, c'est catégorique, c'est un péché et tout ça. Pour moi, il n'y a pas de propos biblique qui va dans ce sens-là. Donc ça rentre dans le domaine de l'éthique, la doctrine, donc ça laisse sujet à interprétation et je veux du coup pas me positionner là-dedans. Pour moi, une des questions qui est claire, si j'aborde pas trop la question de la masturbation en tant que telle, c'est qu'est-ce qu'il y a en lien avec la masturbation, les pensées, les supports externes, etc.
Et donc, du coup, pour moi, la question de gérer sa sexualité, par exemple, la découverte de son corps, moi, je pense pas que ce soit une mauvaise chose que de connaître son corps. Et de connaître son corps, ben, mon visage, mais mon intimité aussi. En fait, de connaître son corps, c'est juste normal. En fait, on a été créés comme des êtres sexués et avec une sexualité, avec des organes sexuels, et de les connaître, je pense que c'est juste normal. En fait, on doit pas, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est coupé du bas ou etc. Donc, pour moi, je mets peut-être je dirais peut-être que la masturbation n'est pas forcément la même chose que de connaître son corps et de connaître les sensations d'ordre sexuel qu'ils peuvent avoir en lien avec notre corps. Et ces sensations-là, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'elles n'existent pas et qu'on doit les rebuter, au fait. Parce que ça, c'est aussi une des choses, c'est que je pense que des fois, on a considéré que, au fait, la sexualité était dans le cadre du mariage, et du coup, pour beaucoup, plusieurs études enfin plusieurs analyses qui ont démontré ça, c'est que pour beaucoup de couples chrétiens, c'est très difficile, en particulier pour les femmes, de rentrer dans le mariage, parce qu'en fait, avant, il n'y avait rien, la sexualité, c'est pas bien, puis tout d'un coup, c'est bien, puis on doit la vivre. Et puis, ben, en fait, c'est difficile de rentrer là-dedans du jour au lendemain, et puis tout ça. Donc, le fait de connaître son corps, même en étant célibataire, je pense qu'il y a quelque chose de normal, en fait, et qui peut se vivre de manière très saine. Par contre, ça reste un terrain super glissant parce que ça peut nous amener vers plein de choses, la convoitise, des supports pornographiques, etc. Et donc, il faut être très vigilant par rapport à ça et je pense avoir une bonne maîtrise de soi dans ce domaine-là aussi. Oui, la maîtrise de soi qui reste finalement l'enjeu principal, qu'on soit célibataire ou marié. Ouais, complètement. Ouais. Donc, on sait que la pornographie, c'est dans le monde, mais dans l'Église aussi très présent. Chez les chrétiens aussi qui luttent avec ça, avec des dimensions aussi, des implications spirituelles aussi très fortes. Et comment lever le tabou dans l'Église? Quelle stratégie adopter pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent se faire aider? Est-ce que toi, tu as l'impression qu'on en parle un peu plus dans les églises ces dernières années ou pas forcément? J'ai certainement pas un rare objectif parce que chaque fois qu'on est invité dans les églises, c'est pour en parler. Oui. donc, du coup, j'ai pas un rare très objectif. Je me rends compte quand même qu'il y a de plus en plus d'églises. Je veux dire, on parle des dimanches matins de pornographie dans des églises. Donc, il y a une ouverture qui n'était pas là il y a 10 ans en arrière. Maintenant, je pense que ça dépend un petit peu des milieux. Hein. Dans nos milieux, je pense évangéliques, il y a du plus conservateur ou plus libéraux, et puis il y en a des qui sont plus ouverts sur ces questions-là que d'autres. Mais moi, je crois qu'il y a en fait simplement oser aborder ces questions-là, faire attention aux propos trop catégoriques quand on connaît pas bien, parce que c'est complexe quand même toutes ces questions qui sont là derrière, et puis on a vite tendance à tirer des déductions hâtives en interprétant des versets ou des choses comme ça. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention, qu'on soit sage si on n'est pas tout à fait au clair sur ces questions-là, soit qu'on fasse appel à des gens qui sont clairs, soit qu'on soit plutôt dans le dialogue, au fait, plutôt que dans la doctrine très forte. Et donc voilà, mais je sens quand même qu'il y a une ouverture par rapport à ça qui est là. Et peut-être j'analyserai aussi par rapport à la société. Moi, j'ai l'impression que la société n'est plus tout à fait en train de dire la pornographie, c'est bon, mai 69, mai 68, pardon. Mais aujourd'hui, on commence à prendre conscience qu'il y a un revers de la médaille. Et nous, en Suisse, on a eu une médiatisation assez étonnante. En fait, on nous a donné une parole étonnante. On a fait la première page du plus grand journal roman en Suisse romande sur la question de la pornographie. Il donnait notre témoignage. Donc, c'est étonnant quand même. Donc, il y a au niveau de notre société aussi une évolution à ce niveau-là, et on se rend compte que c'est pas si anodin. Oui, il y a beaucoup d'articles qui sont parus aussi, je pense, du Monde ou des choses comme ça qui parlaient justement de l'impact sur la société, sur les familles et l'impact vraiment destructeur. Et d'ailleurs, la formation que tu nous as proposée ce soir, elle est aussi adaptée et tu l'as fait aussi pour des non-chrétiens en fait. Oui. On n'a pas encore eu beaucoup, mais on a eu plusieurs personnes qui n'étaient pas de contexte chrétien ou d'éducation chrétienne qui ont rejoint les ateliers en présentiel ou les cours en ligne. Et puis, c'est génial. On a aussi un propos, je dirais, qu'on essaye de faire attention de la manière dont on parle de Dieu. Alors ce soir, je pense qu'on est dans un contexte plutôt principalement des chrétiens, je pense, mais on essaye de faire attention dans notre cours. Vous verrez, c'est pas un cours évangélique sur comment, par le combat spirituel, vaincre la pornographie. C'est plutôt assez pratique, au fait. Et je crois que la spiritualité est très pratique aussi. Et elle a des implications pratiques très, très concrètes dans notre quotidien. Donc, c'est pas parce que c'est pratique, c'est pas spirituel. Oui, tout à fait. Ouais. Excellent, merci. Prochaine question compliquée. Comment peut-on protéger les jeunes enfants exposés aujourd'hui, même dans les écoles? Et puis surtout, comment doit-on aborder le sujet avec eux?
C'est une très bonne question. Il faut l'aborder parce qu'en fait, pour moi, on doit aborder la question de la sexualité très jeune. Et je dirais dès la naissance. En fait, on doit apprendre aux enfants qu'ils ont une sexualité, qu'ils ont des organes sexuels, que c'est pas des organes de honte, qu'on peut les nommer par leur vrai nom et pas par des diminutifs tout le temps, et du coup que c'est des choses qui ont de la valeur et que du coup on n'ignore pas du dialogue de tous les jours, qu'on peut aborder sans devoir en rougir, et ça demande aussi un effort des parents, je pense, d'oser en parler sans avoir de honte. Mais donc moi je pense qu'il faut aborder la question de la sexualité de manière générale assez vite. Si je prends l'angle de la pornographie, plus spécifiquement, là aussi, on peut adapter. On a un enseignement sur comment parler de la pornographie avec les enfants aussi. Mais brièvement, on peut assez rapidement, je dirais vers 7, 8, 9 ans, commencer à aborder ces questions-là en disant, par exemple, il y a des bonnes images et il y a des mauvaises images. Les images où il y a des gens qui se mettent tout nus dessus, ben, c'est pas bien parce que la sexualité, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. On va pas exposer quelque chose de beaucoup de valeur n'importe où. Et donc, les choses qui ont de la valeur, comme par exemple un diamant, on va le mettre dans un écrin pour le protéger. On va pas le mettre au fond d'un sac à main qui traîne au fond. Donc, les choses qui ont de la valeur, on essaie d'en prendre soin. Et on les expose pas n'importe où à n'importe qui. Et donc, d'expliquer qu'il y a des bonnes images et puis des mauvaises images, et puis que ces mauvaises images, elles peuvent avoir un impact sur toi, sur ton cerveau, sur la manière dont tu réfléchis. Et tout d'un coup, tu peux venir en avoir tellement envie de regarder que tu n'arrives plus à arrêter. Et que ça peut faire du mal à ton cerveau, que ça peut faire du mal à ta relation avec Dieu, que ça peut faire, enfin voilà, évoquer un petit peu ces choses comme ça. On peut le faire assez jeune. Et puis après, progressivement, on va continuer à travailler ça. Je pense qu'il est important, c'est de travailler les filtres internes de l'enfant. Parce qu'on ne va pas pouvoir le protéger de tout accès à la pornographie, je ne pense pas. Ou alors exceptionnellement, mais pour la majorité, ils vont être exposés à de la pornographie, que ce soit de la pornographie dure ou plutôt light. Mais on doit, en fait, moi j'aime bien dire ce message-là, c'est de dire un jour ou l'autre, la question, c'est pas est-ce qu'il va être confronté à de la pornographie ou pas. La bonne question, c'est comment il y sera préparé et est-ce qu'il pourra venir en parler avec moi. Et ça, je pense que c'est une bonne question à se poser. C'est est-ce que mon enfant, s'il est confronté à ça, moi j'aime bien dire, qu'on puisse leur dire à nos enfants, si un jour tu seras peut-être confronté à un choix qui n'est pas facile de dire est-ce que j'ai envie de regarder de la pornographie, ben, peut-être que tu ne prendras pas une très bonne décision à ce moment-là. Écoute, c'est pas grave, ça peut arriver. On ne prend pas tous des bonnes décisions. Mais si tu as un problème avec ça, moi en tout cas, j'ai envie d'en parler avec toi. Et puis, je suis ouvert à aborder ces sujets-là avec toi. N'hésite pas, la porte est ouverte. Donc garder, ouais, c'est ça, le dialogue ouvert, et puis surtout ne pas être peut-être naïf ou crédule et croire que ces choses, elles arriveront pas, ou alors très tard, malheureusement, voilà. Comme et puis on a des exemples de gens, au fait, dans leur éducation, ils ont été protégés ou surprotégés par rapport à ça. Et le jour où le verrou saute, c'est souvent pas joli. Ouais, excellent. Ok. Autre question difficile maintenant, c'est un peu plus sur les répercussions qu'il peut y avoir dans le couple. Quelles sont les attitudes à adopter en tant que conjointe, étant donné qu'on est également affecté par cette dépendance qui peut être prise comme une trahison, comme une infidélité aussi. C'est pas une question simple, hein. Alors, il y a un livre qui est sorti récemment pour accompagner les conjoints féminins en particulier. De porno-dépendants. Je vais essayer de retrouver le lien puis de le mettre après dans le chat. Je l'ai lu le début, mais c'était assez intéressant. C'était finalement le but, c'est de dire, mais en fait, ça change pas ta valeur, ce qu'il fait. C'est pas à cause de toi qui fait ça. C'est, je pense, le principal message. Des fois, on se dit, mais je suis peut-être pas assez attractif, je suis pas assez disponible comme ça, puis on se met un poids sur les épaules. Ça, c'est pas la source du problème. Ça peut être un élément qui contribue au problème, hein, je l'écarte pas, mais c'est souvent pas la source du problème. Et donc là derrière, de trouver votre valeur en tant que fan de porno-dépendant et de pas cautionner ce qu'il fait, tout en ne le condamnant pas non plus. C'est pas facile pour quelqu'un de porno-dépendant, une dépendance c'est pas évident et du coup il a besoin de bienveillance, je pense, parce que sortir de ça c'est pas simple. Mais de votre côté vous avez aussi besoin de réconfort en fait, d'avoir peut-être une personne avec qui vous puissiez vider le sac et puis dire mais en fait c'est difficile ce que je vis, je me sens chiffonné là, je me sens dégradé et d'oser
mesurer sa perte, parce qu'il y a une perte quelque part, je pense, dans l'estime personnelle et tout ça. Et puis, en même temps, de dire, mais en fait, ça change pas ma valeur. Intrinsèquement, c'est pas parce que mon conjoint a fait des mauvais choix, peut-être depuis tout jeune, hein, c'est possible. Hein, je veux dire, moi, je côtoie des personnes, ça fait 40 ans qui consomment de la pornographie. Donc, 40 ans de pornographie, on ne change pas du jour au lendemain, en principe. Et donc, bah, ça leur accompagné toute leur vie, puis tout d'un coup, ça éclate au grand jour, et puis ça, c'est dur. Puis il y a une perte qu'elle a, et en même temps, bah, il faut apprendre à se reconstruire en disant, mais voilà, ma valeur, elle n'est pas dans mon conjoint. C'est Dieu qui me donne ma valeur. Et quelque part, qu'il fasse des mauvais choix ou pas, ben c'est pas mon problème. Si je veux bien, moi, je vais essayer de le soutenir, je vais prier pour lui, oui. Et en même temps, je vais aussi essayer de me protéger, moi. Et justement, en parlant de cette protection, quel devrait être le rôle finalement du conjoint? Est-ce que c'est lui qui est la bonne personne pour être cet accompagnant? Est-ce qu'il faut au contraire que ça sorte de la fin du couple pour demander de l'aide extérieure? Là, de nouveau, je ne ferai pas de règles. Ça dépend du cas par cas. Mais je dirais, il y a quand même deux tendances que je vois qui se dessinent. Ça se vit régulièrement dans le couple. Mais ça peut être une souffrance pour l'autre. Et puis, il faut qu'il puisse le dire. Si c'est une souffrance pour lui, même si au début, il pense que c'est OK, puis que ça devient une souffrance, il faut qu'il puisse le dire et puis qu'on trouve des solutions. Puis en même temps, il y a aussi l'autre cas de figure où le conjoint, il dit, ben, en fait, voilà, moi, je sais que j'ai entendu que tu avais un problème avec ça. J'ai besoin que tu fasses quelque chose en lien avec ça, que tu règles ce problème-là. En même temps, c'est pas moi j'ai pas la force de te porter dans cette situation-là. Et puis, j'ai besoin que tu me dises avec qui tu vas cheminer. J'ai besoin de connaître cette personne-là et puis pouvoir lui faire confiance. Mais moi, j'ai pas besoin de savoir tous les détails. Est-ce que tu considères que c'est passer à l'acte comme ça une infidélité dans un couple? Le fait de regarder de la pornographie? Ouais, et de la masturbation, bah, voilà, en solo alors qu'on est marié. Est-ce que pour toi, alors, je mets ça en relation avec les paroles de Jésus? Ouais, moi, je le mets sur l'adultère. Hein, le fait de convoiter quelqu'un dans son esprit, c'est commettre un adultère. Donc, si on veut être aussi drastique que Jésus, moi, je pense que oui. Et en même temps, je pense qu'il y a besoin de la grâce là-dedans aussi. Par rapport à un conjoint qui doit, je pense, on est appelé à pardonner dans le cadre du couple, mais je pense que c'est pas anodin. Dans le cadre d'un couple, une personne qui regarde la pornographie, il y a une forme de trahison qui est là. Et en même temps, bah, il faut aussi avoir conscience que la personne, si elle consomme de la pornographie, bah, il y a une forme de, je vais pas dire maladie, mais de dépendance, d'addiction qui est là. Il le fait peut-être pas de son plein gré et il est emprisonné là-dedans. Tu me rappelles vite ta question, je suis pas sûr d'y avoir répondu. Si, c'est ça. Est-ce qu'on peut considérer l'acte en lui-même de la consommation de la pornographie et de la masturbation comme un adultère au sein d'un couple marié? Je différencierai la masturbation parce que là aussi, il y a pas de doctrine claire. Voilà, il y a des couples qui considèrent que de se masturber individuellement, c'est aucun problème. Et puis, bah, c'est leur salade interne quelque part. Ça me regarde pas. Donc, je ferai pas l'amalgame nécessairement entre ces deux choses. Mais ça, à mon avis, ça doit se régler dans le couple. On peut pas le faire en cachette, je pense. Pour la pornographie, pour moi, c'est plus évident. Il y a une notion de convoitise et tout ça. Il y a des situations, je dirais, exceptionnelles dans le cadre d'un couple, des maladies, des déplacements, des choses comme ça qui peuvent amener à des situations particulières où la masturbation peut être une possibilité. C'est pour ça que je le mets en aparté, peut-être un petit peu plus, sans rentrer dans le débat autour de la masturbation non plus. Ok. Comment aider les personnes dépendantes à dépasser le sentiment de grande culpabilité? Ouais, j'ai mentionné ce verset à un moment donné hein, qui dit, je vais juste le relire, de Ésaïe 54:4, n'aie pas peur, tu ne seras plus couvert de honte, on ne t'insultera plus, tu oublieras la honte que tu avais ressentie. C'est moi, le Seigneur, qui te dit cela, c'est moi qui te libère. Pour moi, il y a des paroles comme ça, faites où Jésus, il nous libère de ces choses-là. Et même s'il y a cette dualité hein, entre ce que je fais et qui je suis en Christ, où il y a cette tension qui est là, moi, je crois réellement qu'il y a ce message de grâce qui est là, ce qui ne cautionne en rien le fait de se vautrer dans le péché. Hein.
mais qui en même temps couvre le péché malgré tout, et qui est plus puissant que le péché, qui a vaincu la mort et le péché. Et donc moi je crois que la foi en Dieu, c'est vraiment une manière de pouvoir dépasser la culpabilité. Et je pense, moi j'aime bien dire, tu n'es pas ton addiction. C'est pas parce que tu as une addiction que ça te dévalorise et que tu es moins bien. Ce que tu fais, c'est pas terrible, on est d'accord, mais ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ok. Une question sur justement la pornographie et par rapport aux femmes. Est-ce qu'il y a des ouvrages, des documents qui existent? Je parlais tout à l'heure d'un article qui allait sortir, mais c'est vrai que la documentation est très pauvre sur ce sujet. Et puis il me semble, dans ton introduction, évoqué qu'il y avait peut-être je ne sais pas si c'est motivation ou en tout cas des besoins peut-être différents exprimés si on est un homme, une femme par rapport à la pornographie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est pas toujours les mêmes motivations qui amènent un homme et une femme à regarder de la pornographie, effectivement. Si on prend un peu les grands schémas qui sont forcément réducteurs et faux pour bien des cas, mais le fait que l'un homme soit plus attiré par le visuel, une femme plus par l'aspect relationnel et émotionnel, va forcément avoir une implication sur la manière dont on perçoit la pornographie, dont on consomme la pornographie. Il y a eu une étude qui a été, enfin une étude, non, c'est plutôt une analyse des chiffres de sites pornographiques qui a révélé au fait que les femmes consommaient du contenu généralement plus, enfin les contenus plus violents étaient regardés par plus de femmes que d'hommes, étonnamment. Et donc là, pour moi, c'est aussi un lien avec les abus. À mon avis, c'est le fait d'avoir vécu une violence. Il y a un peu, enfin, je sais plus comment ils l'appellent, les psychiatres ou les personnes qui analysent ces phénomènes-là, mais le fait de miroiter l'abus, au fait, de voir sans le vivre, il y a une espèce de fantasme qui peut être associé à ça et qui est plus particulièrement féminin, par exemple. Ça, c'est une frange, hein, c'est pas la majorité, mais une frange des femmes qui regardent des contenus plus violents, étonnamment. Et qui ont du coup aussi un lien avec l'abus qu'elles ont peut-être subi ou la violence dont elles ont été victimes, et le fait de pouvoir dépasser ça, au fait de voir que d'autres personnes ont aussi vécu ça, c'est une certaine manière de se dire je suis pas la pire, ou voilà, et de dédramatiser un peu sa situation, bien que ce soit pas une bonne manière de le faire, hein, mais c'est une explication. Et après, il y a aussi toute la pornographie qui se développe avec un volet féminin qui est plus représentatif. Je pense typiquement la pornographie un peu dure, elle est quand même clairement stéréotypée masculine, et bien qu'elle attire aussi certaines femmes, à mon avis, elle n'est pas très subtil, on va dire, et du coup très centré sur le sexe masculin, la pénétration, des choses comme ça. Et donc là, moi, ça me surprend toujours de voir qu'il y a autant de femmes qui peuvent regarder ce type de contenu-là, parce que je vois pas l'intérêt qu'elles y ont, mis à part peut-être le fait que ça peut être leur conjoint qui les a amenés à ça, le fait de se dire mais comment je peux mieux répondre aux attentes de mon partenaire, etc. Ça peut aussi être une des raisons qui peut motiver. Et après, l'addiction, je veux dire, le fait d'en avoir regardé quelques fois, le fait de se masturber, c'est un support d'excitation, quoi. C'est juste pour, quand on se masturbe sans rien, au bout d'un moment, ça devient un peu vide. On a besoin de se connecter à quelque chose. La sexualité, elle est créée pour lier, au fait. Puis si on se masturbe sans aucun support, on va chercher à se lier à quelque chose, à des pensées, on va chercher à se lier à des personnes, à des fantasmes, à des contenus. Et du coup, on va chercher à regarder de la pornographie aussi suite à la masturbation. Et bien souvent. Et du coup, simplement comme support masturbatoire, quoi, d'excitation. Merci. Il y a Jean-Baptiste qui dit dans le chat que j'ai pas répondu, j'ai pas posé sa question. C'est juste parce qu'il me semble que la réponse a été évoquée dans les questions précédentes. C'était faut-il dire à son conjoint lorsqu'on chute? Il me semblait que la réponse c'était en gros si on en a la force. Je sais pas s'il faut le faire systématiquement. Moi, il me semble qu'il faut convenir d'un accord dans le couple. Je pense qu'on ne peut pas cacher sa dépendance à la pornographie dans un couple. Ça je le déconseille fortement. Mais après, il faut un accord entre les deux conjoints. Et puis convenir comment est-ce qu'on va gérer ça. Sachant que, voilà, suivant ce que vit l'autre, ça peut être aussi
très violent de savoir à chaque fois, et c'est parfois important de faire intervenir quelqu'un d'extérieur, Tout à fait. parce qu'en fait, là, la personne dans le couple est en même temps et la victime et le sauveur, et c'est une situation qui est difficilement tenable. De codépendance ou des choses comme ça peuvent se développer aussi. Ouais. Donc si c'est géré dans le couple, tant mieux, et si c'est trop lourd, il faut vraiment que ce soit à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Toujours dans cette question d'accompagnement, comment on fait si c'est quelqu'un du sexe opposé qui nous partage justement cette lutte, en fait? Comment on fait pour aiguiller cette personne, surtout que c'est des sujets qui sont très intimes, on se confie à des gens qui sont proches, mais justement, quand on est du sexe opposé, comment on fait? Difficile de répondre de manière hyper globale, mais je dirais que la question, c'est pourquoi cette personne l'a partagé à elle. Est-ce qu'elle est mariée ou pas? Ça dépend de beaucoup de choses. Pour moi, je dirais il faut être vigilant parce que quand on en vient à parler de ce genre de sujet-là et à s'ouvrir sur ces sujets-là, ça ouvre des brèches qui peuvent terminer où on ne l'a pas souhaité au départ. Donc, être vigilant à ce niveau-là. Et puis, moi, je conseillerais de faire très attention dans le cadre d'une personne de sexe opposé. Mais des fois, ça peut être des alternatives. Je ne l'exclurai pas absolument. Mais le fait d'être très vigilant, pas de se faire avoir par ça, typiquement qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, je dirais le principe de base, je dirais rediriger plutôt vers quelqu'un du même sexe, idéalement. Après, il peut y avoir des questions d'homosexualité ou de tendance homosexuelle qui peuvent interférer là-dedans. Mais de base, je dirais d'aller vers quelqu'un du même sexe, de rediriger vers une personne de confiance qui puisse l'accompagner. Oui, tout à fait. Et dans le cadre de quelqu'un avec qui on n'est pas, je vois que si on sort avec quelqu'un, si on n'est pas marié, être vigilant. Parce que voilà, ça peut vite graduer vers des niveaux d'intimité qu'on n'avait pas imaginé tout au début. Et donc, si on le partage avec son copain ou sa copine, être attentif au niveau d'engagement qu'on a l'un envers l'autre, pas charger l'autre non plus de quelque chose de trop lourd. Là aussi, je conseillerais plutôt d'aller voir quelqu'un du même sexe dans ce cas de figure-là. Après, c'est vrai que c'est intéressant dans le cadre des fréquentations aussi de savoir peut-être avec les luttes de l'autre. Oui, ça veut pas dire avec quoi on entre dans le mariage aussi, ça peut être. Ça veut pas dire qu'on partage pas le fait qu'on a une lutte avec ça, mais c'est peut-être pas les personnes qui vont cheminer ensemble. C'est peut-être plutôt ça. Ouais. Alors, je pense que le fait de le dire à l'autre et puis de jouer carte sur table au bon moment, hein, s'il s'agit pas de le dire le premier soir, probablement, quoique, j'en sais rien, mais de jouer franc jeu, je pense que c'est important et pas de cacher ça. On a la question de la masturbation qui revient quand même pas mal dans le chat. Donc, c'est vrai qu'il y a cette question entre masturbation et pornographie, dans quel cadre? Donc, bon, je ne veux pas te faire rentrer dans le débat, mais il y a un débat qui existe en tout cas sur ça. Est-ce que tu peux nous donner au moins, en tout cas avec ta perspective, les écueils que tu verrais à ça? Tu nous as parlé tout à l'heure de penser, quoi qu'il arrive, qu'on consomme de la pornographie ou pas, on peut être dans la masturbation sans forcément visionner de la pornographie. Tu parlais que c'était quelque chose qui pouvait être consenti dans le cadre du couple, tant que c'est discuté, tant que c'est échangé, et qu'on avait peu finalement d'éléments bibliques sur la question. Mais est-ce que tu vois quand même des écueils, des choses à éviter? Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un... Je vois trois approches par rapport à la masturbation, peut-être. Moi, je vois le fait d'avoir aucune masturbation. Je pense que c'est pas un problème. Si quelqu'un ne se masturbe pas, c'est pas un prérequis à une vie sexuelle épanouie. Donc voilà, s'il n'y a aucune pratique de la masturbation, pas de problème que la personne continue comme ça. C'est important d'insister là-dessus. Ensuite, pour moi, il y a deux manières de voir la chose. Il y a la masturbation sous contrôle, mais c'est très personnel. Hein. Je veux dire, moi, je crois pas qu'il y ait une doctrine unique sur cette question-là. Mais donc, ma position personnelle qui s'est forgée au fil des ans en me renseignant quand même assez
en profondeur sur ces questions-là et en m'adressant à des professionnels, à des pasteurs, etc. Je dirais que pour moi, il y a la masturbation hors contrôle et sous contrôle. Et je différencie ces deux choses. Pour moi, la notion de masturbation, il y a découverte de son corps. Derrière, c'est pas une masturbation effrénée tous les jours, parce que ça, c'est hors contrôle. En fait, si on se masturbe tous les jours, on peut pas arrêter du jour au lendemain de le faire pendant 3 mois, probablement. Donc, il y a une question de contrôle et de maîtrise de cette chose-là. Il faut que la masturbation puisse ne pas nous asservir, pas devenir notre maître. Il y a la question hors contrôle parce que tout d'un coup, ça nous pousse vers autre chose, en fait. La masturbation ne nous suffit pas parce qu'on a envie de faire d'avoir des fantasmes, on a envie de regarder des contenus excitants, pornographiques. Et là, on rentre dans la catégorie, pour moi, hors contrôle. Maintenant, il y a une frange que j'exclus pas de gens qui m'ont témoigné pour vivre une masturbation sous contrôle. Mais c'est une frange petite. Et qui, du coup, eux, au fait, ne le font sans stimulation extérieure, sous contrôle, de manière assez physique, mécanique, si je peux dire ça comme ça, dans une dynamique de découverte de son corps, des parties érogènes. Et là, moi, ce que je dis, mais c'est faites très attention, c'est une pente glissante qui mène vers d'autres choses. Et donc, voilà. Puis, pour moi, les principales écueils à la masturbation que je vois, c'est le fait de penser à une tierce personne, convoitise, c'est le fait de regarder de la pornographie, c'est le fait de répondre à un mal-être. C'est pas une bonne manière de répondre à un malaise, à un mal-être, un problème personnel. Et il y a la perte de maîtrise, de développer une dépendance. Ça, c'est pour moi les principales écueils liés à la masturbation. Et donc, j'exclus pas le fait qu'on puisse la vivre d'une manière saine, mais je pense que ça représente une pratique assez rare. Oui, je t'avoue que j'avais, à titre personnel, jamais vu la question sous cet angle, parce que pour moi, c'est toujours relié à des pensées et qui peuvent être plus ou moins, je ne sais pas si on peut faire un degré de pureté, mais qui nous entraînent, en tout cas, j'ai l'impression, toujours dans un terrain un peu plus glissant, comme s'il y avait une accentuation à un moment donné, que les projections qu'on peut se faire, elles ont besoin d'être un peu toujours nourries, vraiment comme une addiction. Donc dans ma tête, c'était plutôt le combat des pensées, quelle que soit la manière dont elles sont alimentées sur le sujet de la masturbation. Moi, je pense qu'après, il y a une différenciation peut-être un petit peu entre hommes et femmes. L'homme a un cycle, enfin, un cycle, c'est pas vraiment un cycle, mais je veux dire, régulièrement, il est amené à renouveler le sperme. Et donc, du coup, il y a une éjaculation qui va être faite de manière assez régulière, que ce soit contrôlée ou incontrôlée, ou une sécrétion. Et du coup, il y a aussi là, ça peut être un geste juste de confort, en fait, de pouvoir vivre la masturbation de cette manière-là. Maintenant, il y a aussi l'aspect que la sexualité, initialement, elle n'a pas été créée pour être vécue tout seul, ou toute seule, et elle a été créée pour nous lier à quelqu'un. Et donc ça, c'est le défi qu'il y a là derrière. Mais maintenant, c'est pas parce que quelque chose est... Enfin voilà, des fois on dit la masturbation c'est égoïste. Ouais, peut-être, mais je veux dire, manger, c'est aussi égoïste dans ce cas-là. Il y a beaucoup de choses qui sont égoïstes que je fais pour moi, en fait. Je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, c'est peut-être égoïste, au fait. Et je pense qu'on peut vivre la masturbation plus d'une manière un petit peu mécanique et technique, sans y associer des pensées, mais je défie tout le monde de réussir à rentrer là-dedans. Ouais, c'est un peu ça. Ok. Merci pour en tout cas ce partage, ce point de vue. Et j'ai une question un peu personnelle à te poser pour clore. Toi, dans ta marche et dans cette délivrance, est-ce qu'il y a un verset qui t'a particulièrement encouragé, une promesse ou une vérité biblique qui peut-être encore aujourd'hui va t'aider à tenir? Qu'est-ce qui, toi, en quoi la parole, elle t'a aidé dans ton cheminement? Pour moi, il y a un verset, je ne peux pas te dire à quel moment il est intervenu, mais le verset de 2 Timothée 2, 21 qui dit, faudrait que je retrouve parce que je vais le citer de manière... Je vais le mettre dans le chat. Alors... Le premier qui le met dans le chat a gagné. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il serait un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, prêt à faire toute bonne action, toute bonne œuvre. Et pour moi, là derrière, il y a la dynamique au fait du fait d'être pur. Au fait,
sans Jésus, je peux pas vraiment être pur, en fait. Donc, j'ai besoin de Jésus pour être pur. Mais j'ai aussi besoin que cette réalité, elle devienne un peu concrète dans ma vie. Sinon, c'est juste un concept. Donc, pour moi, le fait de marcher dans un chemin vers la pureté, ça fait que je deviens disponible pour mon maître, prêt à faire toute bonne action. Et ça, pour moi, ça me réjouit énormément. De Timothée 2,21, si jamais. Et du coup, moi, c'est un verset qui m'a aidé, de dire, voilà, je suis à la disposition de mon maître, je suis utile si je suis pur, en fait. Et donc, je vais marcher dans cette direction-là parce que je veux lui être utile, parce que lui, il a créé il a des projets pour moi que personne d'autre pourra réaliser. Et j'ai envie de pouvoir rentrer dans ces projets-là. Super. Bon. Nicolas, merci beaucoup. La soirée touche à sa fin. Merci à vous tous aussi dans le chat pour vos échanges, votre bienveillance. Désolée, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Encore une fois, on vous enverra pas mal de ressources dans les prochains jours. On vous enverra le replay de ce webinaire, on vous enverra la présentation de Nicolas, ses notes et puis aussi des liens pour aller plus loin. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez faire des dons jusqu'à minuit pour recevoir le livre « Être libre, c'est possible » pour n'importe quel don. Et ça nous permettra de financer nos webinaires, nos formations. Et puis, je vous donne aussi, pour tous les vaillants qui sont encore là, une actu. C'est que le prochain webinaire aura lieu le 16 juin, mardi 16 juin, et ce sera sur l'éducation. On va parler des principes bibliques pour éduquer nos enfants. On n'a encore jamais traité le sujet. Et ce sera avec Samuel Laurent, qui est un psychologue et qui fait beaucoup de relations d'aide. Il est aussi maintenant dans l'implantation d'église vers Belfort, Montbéliard, voilà, par là-haut. Et que vous avez déjà pu peut-être entendre dans les podcasts Memento Mori sur les questions de dépression, par exemple. Voilà, notez la date, le 16 juin, sur la question de l'éducation. Nicolas, merci beaucoup. Tu as encore un petit mot à dire à tous, un petit encouragement de fin? Oui, moi, je reprends cette image et oser tendre cette main, en fait. Oser témoigner en disant que, voilà, vous pouvez être libre de ça et que vous êtes prêt aussi à aider d'autres personnes. Et je crois qu'il y a des gens qui cherchent des mains tendues. Et donc, je vous encourage qu'on puisse se lever ensemble et puis tendre cette main et puis qu'on puisse ensemble marcher vers la liberté. Super. Ben voilà, je me joins à cet encouragement pour vous, les amis. On espère que ce webinaire vous a fait du bien, vous a béni et que vous pourrez l'utiliser vraiment pour le mettre en pratique. Et puis, voilà, vous allez être équipés comme Jaja pour pouvoir accompagner les personnes qui sont dans l'addiction. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir Nicolas. Ciao. Ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.